Section 5 de Un crime étrange par Arthur Conan Doyle. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Première partie. Chapitre 5. L'annonce amène un visiteur. Les émotions de cette matinée avaient été trop fortes pour ma santé, encore chancelante, et dans la journée je me sentis horriblement fatigué. Après le départ de Holmes pour le concert, je m'étendis sur le canapé, espérant pouvoir dormir 1 heure ou 2. Ce fut en vain. J'avais été trop surexcité par tout ce qui s'était passé, et les idées les plus fantastiques, les suppositions les plus étranges tourbillonnaient dans mon cerveau. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce cadavre, avec sa tête de gorille, ses membres tordus. Si pénible était l'impression produite ainsi sur moi, que j'arrivais à en avoir bon gré à l'assassin, car certainement, si jamais mortel a porté inscrites sur son visage tous les stigmates du vice dans ce qu'il a de plus repoussant, c'était bien le sieur Enoch J. Dробert de Cleveland. Cependant j'étais bien forcé de le reconnaître. Quelque peu intéressante que fût la victime, la justice devait suivre son cours et la loi ne pouvait trouver de circonstances atténuantes pour un si grand crime. Plus j'y réfléchissais, plus je m'étonnais de l'assurance avec laquelle mon compagnon affirmait que cet homme avait été empoisonné. Je me rappelais bien qu'Holmes s'était penché sur les lèvres du cadavre pour les renifler, et j'étais persuadé qu'il avait alors découvert quelque indice le mettant sur la voie. De plus, si ce n'était pas le poison, quelle autre cause aurait pu occasionner sa mort, puisque le corps ne présentait ni trace de blessure, ni marque de strangulation. Et cependant, d'où provenait ce sang, dont on voyait par terre une couche si épaisse? Il n'y avait aucun signe de lutte, pas d'apparence que la victime ait eu entre les mains une arme pour se défendre. Tout cela restait mystérieux, et je sentais bien que tant que ces questions ne seraient pas résolues d'une manière satisfaisante, ni Holmes ni moi ne pourrions dormir en paix. Pour sa part, mon ami semblait si tranquille et si sûr de son fait qu'il avait déjà dû, j'en étais persuadé, se formuler une théorie expliquant tous les faits. Mais quelle était cette théorie? Voilà qu'il m'était impossible de deviner. Holmes rentra très tard, si tard même qu'il devint évident pour moi que ce n'était pas le concert seul qui l'avait retenu si longtemps. Le dîner était déjà servi lorsqu'il revint. « C'était splendide, dit-il, en s'asseyant. Vous rappelez-vous ce que Darwin dit de la musique? Il prétend que l'homme savait faire naître des sons harmonieux et en jouir réellement bien avant d'avoir pu parler. Peut-être est-ce à cause de cela que la musique nous impressionne d'une manière si pénétrante. Nous portons en nous des réminiscences vagues de cet âge perdu dans la brume du passé, de cette époque où le monde était encore dans son enfance. C'est une conception un peu vaste, remarquai-je. Les conceptions doivent être aussi vastes que la nature, lorsqu'elles sont appelées à l'interpréter, répondit-il. Mais qu'avez-vous donc? Vous ne semblez pas bien dans votre assiette. Est-ce que l'affaire de Brixton Road vous aurait bouleversé à ce point? Oui, je dois l'avouer. Je devrais cependant être plus endurci après toutes mes aventures d'Afghanistan. J'ai vu à Maiwand mes pauvres camarades hachés en morceaux, et ce terrible spectacle ne m'a cependant pas fait perdre un instant mon sang-froid. Je vous comprends très bien. Il y a dans le cas présent un mystère qui parle haut à votre imagination. Or, là où l'imagination ne travaille pas, l'horreur n'existe pas. Avez-vous lu les journaux de ce soir? Non. Ils donnent un compte-rendu assez exact de l'affaire. Ils ne mentionnent pas la découverte de la bague de femme qui est tombée par terre quand on a soulevé le cadavre. Il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Lisez cette annonce, répondit-il. Dès notre retour ce matin, j'ai envoyé l'appareil à chacun des journaux de Londres. Il me tendit le journal où je regardais à l'endroit indiqué. C'était la première annonce de la colonne réservée aux objets perdus. Elle était rédigée en ces termes. Il a été trouvé ce matin dans Brixton Road, à moitié chemin entre la taverne du Cœur d'Argent et Holland Grove, un anneau de mariage en or uni, s'adressait à monsieur le docteur Watson, 221 bis Baker Street, entre 8 heures et 9 heures du soir. Pardonnez-moi de m'être servi de votre nom, dit-il. Si j'avais mis le mien, quelques-uns de ces idiots l'auraient remarqué et auraient voulu se mêler de la chose. Vous avez eu raison, répondis-je, mais supposez que ce quelqu'un se présente, je n'ai pas de bague. Si fait, reprit-il, en m'en tendant une.
voici qui fera très bien l'affaire. C'est presque un fac-similé. Et d'après vous, qui va répondre à cette annonce? Mais l'homme au pardessus brun, notre ami à la figure rouge et aux souliers à bout carré, ou s'il ne vient pas lui-même, il enverra en tout cas un complice. Ne trouvera-t-il pas cette démarche bien dangereuse? Nullement, si mes suppositions sont exactes, et j'ai tout lieu de croire qu'elles le sont. Cet homme serait prêt à braver tous les périls plutôt que de perdre cette bague. Selon moi, il a dû la laisser tomber en se penchant sur le cadavre de Drebber. Au moment même, il n'y a pas fait attention. Ce n'est qu'après son départ qu'il s'en est aperçu, et il s'est hâté de revenir. Mais la police était déjà en train d'instrumenter par suite de la faute qu'il avait commise en laissant la bougie allumée. Pour détourner les soupçons que sa présence pouvait faire naître, il a été obligé de simuler l'ivresse. Maintenant, mettez-vous un instant à sa place. En y réfléchissant, il a dû supposer qu'il avait bien pu perdre cette bague dans la rue, après être sorti de la maison. Que fera-t-il donc? Il lira attentivement les journaux du soir à l'article « Objet trouvé ». Naturellement, notre annonce lui sautera aux yeux, et il en sera transporté de joie. Pourquoi soupçonnerait-il un piège? Il n'a aucune raison de croire que la découverte de la bague puisse se rattacher au crime. Donc il doit venir, il viendra. Vous le verrez apparaître avant 1 heure d'ici. Et alors? Demandai-je. Oh, alors laissez-moi faire. Avez-vous des armes? J'ai mon ancien revolver d'ordonnance et quelques cartouches. Vous feriez bien de le mettre en état et de le charger. Nous allons avoir affaire à un homme qui luttera en désespéré. Et bien que je compte le surprendre sans qu'il s'y attende, il vaut mieux être préparé à toutes les éventualités. J'allais dans ma chambre mettre son conseil en pratique. Lorsque je revins avec mon revolver, la table était desservie et Holmes s'était plongé dans son passe-temps favori, il grattait les cordes de son violon. « L'action se resserre, dit-il en me voyant entrer. Je viens de recevoir la réponse au télégramme que j'ai envoyé en Amérique. Toutes mes prévisions se réalisent. Et lesquelles? Demandai-je vivement. Mon violon a besoin de cordes neuves, remarqua-t-il tout simplement. Mettez votre revolver dans votre poche. Quand l'individu sera là, parlez-lui de la façon la plus naturelle et fiez-vous à moi pour le reste. Surtout ne l'effrayez pas en le regardant trop fixement. Il est maintenant 8 heures, dis-je en regardant ma montre. Oui, il sera probablement ici dans quelques minutes. Entrebâillez la porte. Comme cela, bien. Maintenant mettez la clé à l'intérieur. Merci. Voici un vieux bouquin très curieux que j'ai pêché hier à un étalage. De Jure Inter Gentes, publié en latin à Liège, Pays-Bas, en l'an 1642. La tête de Charles Ier était encore solide sur ses épaules, à l'époque où ce petit volume à la reliure brunâtre fut imprimé. Quel en est l'éditeur? Un certain Philippe de Croÿ. Sur la première page, on voit écrit, avec une encre jaunie, Ex libris Gulielmi White. Je me demande qui pouvait être ce Guillaume White. Quelque magistrat zélé du XVIIe siècle, sans doute. Son écriture sent l'homme de loi. Mais si je ne me trompe, voici notre homme. Au moment où il prononçait ces paroles, la sonnette venait de tinter violemment. Sherlock Holmes se leva doucement et tourna sa chaise dans la direction de la porte. Nous entendîmes la servante passer dans l'antichambre, puis tirer le verrou. « Est-ce ici que demeure le docteur Watson ?» demanda une voix claire, bien qu'un peu rude. La réponse de la servante ne parvint pas jusqu'à nous, mais la porte se referma et quelqu'un monta l'escalier. Le pas était incertain et hésitant. Une expression de surprise se manifesta sur les traits de mon compagnon en écoutant ce bruit. Le son se rapprocha doucement, on frappa un coup timide à la porte. « Entrez !» criai-je. À cette invitation, au lieu de l'homme à l'aspect brutal sur lequel nous comptions, nous vîmes une femme très vieille et toute ridée, qui entra en boitant et trébuchant. Elle parut éblouie en se retrouvant subitement en pleine lumière, et après avoir esquissé une révérence, elle resta là, à clignoter de ses yeux chassieux, tout en farfouillant dans sa poche d'une façon nerveuse. Je jetai un coup d'œil à mon compagnon, et je lus sur son visage une telle expression de désappointement que j'eus toutes les peines du monde à garder mon sérieux. La vieille sorcière tira enfin un journal du soir et nous montra l'annonce. « Voilà ce qui m'amène, mes bons messieurs, » dit-elle, faisant une autre révérence. « Un anneau de mariage en or trouvé dans Brixton Road. Ce doit être celui de ma fille, Sally, qui s'est mariée il y a juste 1 an, et dont le mari est maître d'hôtel à bord d'un bateau de l'Union.
Je n'ose pas penser à ce qu'il ferait si à son retour il trouvait ma pauvre fille sans sa bague, parce que, voyez-vous, il a d'habitude la main assez leste. Mais ce n'est rien auprès de ce qu'il est quand il a bu. Ne vous en déplaise, Sally est allée hier au soir au cirque avec... Est-ce sa bague demandai-je. Dieu soit loué s'écria la vieille femme. Comme Sally sera heureuse ce soir, c'est bien la bague. Voulez-vous me donner votre adresse demandai-je, en prenant un crayon. 13 Duncan Street, Houndsditch, bien loin d'ici, comme vous voyez. Il ne me semble pas que Brixton Road se trouve sur le chemin du cirque à Houndsditch, observa Sherlock Holmes sèchement. La vieille femme se retourna et sous ses paupières rougies lui jeta un regard perçant. Le monsieur m'a demandé mon adresse, dit-elle. Sally, elle, demeure au numéro 3, Mayfield Place, Peckham. Votre nom, dis-je. Mon nom est Sawyer, celui de Sally, Denis. Elle est la femme de Tom Denis, un beau garçon bien tourné. Tant qu'il est en mer, il n'a pas son pareil. Il n'y a pas de maître d'hôtel qui soit plus apprécié que lui dans la compagnie. Mais à terre, entre les femmes et les marchands de vin... Voici votre bague, mistress Sawyer, lui dis-je en l'interrompant sur un signe de mon compagnon. Elle appartient bien évidemment à votre fille, et je suis heureux de pouvoir la restituer à son légitime propriétaire. La vieille mégère la mit dans sa poche en marmottant entre ses dents un tas de bénédictions et de protestations de reconnaissance, puis nous l'entendîmes descendre l'escalier de son pas mal assuré. À peine avait-elle franchi la porte que Sherlock Holmes se levant, comme mû par un ressort, se précipita dans sa chambre. Il revint au bout de quelques secondes à peine, enveloppé dans un ulster, avec une cravate qui lui cachait la moitié du visage. « Je vais la suivre, » dit-il rapidement. « Elle doit être un complice, et elle me mènera à notre homme. Attendez-moi. » La porte de l'antichambre s'était à peine refermée sur notre visiteuse que Holmes était déjà dans l'escalier. Par la fenêtre, je pus voir la vieille se traînant péniblement sur le trottoir opposé, tandis que son fileur la suivait à quelques pas. Ou toute sa théorie est fausse, pensai-je en moi-même, ou il va arriver ainsi au cœur même du mystère. Il n'avait pas besoin de me demander de l'attendre, car je sentais bien qu'il me serait impossible de dormir tant que je ne connaîtrais pas le résultat de cette aventure. Il était tout près de 9 heures lorsque Holmes partit. Comme je n'avais pas l'idée du temps qu'il pouvait rester absent, je m'établis confortablement et me mis à fumer une pipe tout en feuilletant les scènes de la vie de bohème d'Henry Murger. 10 heures sonnèrent et j'entendis les pas de la servante qui allait se coucher. 11 et le pas plus lourd de la propriétaire qui allait en faire autant. Enfin, il était environ minuit lorsque j'entendis le grincement de la clef de Holmes dans la serrure. Dès son entrée, je vis sur sa figure qu'il n'avait pas réussi. Il semblait tout à la fois amusé et désappointé. Quand la gaieté prenant définitivement le dessus, il éclata de rire et s'écria en tombant dans un fauteuil « Pour rien au monde, je ne voudrais que ces messieurs de Scotland Yard aient vu ce qui s'est passé. Je me suis tellement moqué d'eux qu'ils me blagueraient à leur tour jusqu'à la fin de mes jours. Mais moi je puis en rire, car je suis bien certain d'être toujours au moins à leur hauteur. » « Que s'est-il donc passé ?» demandai-je. « Oh, je ne crains pas de raconter comment j'ai été roulé, dupé. Cette vieille bonne femme avait marché quelque temps lorsqu'elle commença à boiter, comme si elle avait mal aux pieds. Puis elle s'arrêta et héla un fiacre qui passait. Je m'arrangeai pour être tout près d'elle au moment où elle donnait son adresse. Mais c'était là une précaution inutile, car elle cria assez haut pour se faire entendre de l'autre côté de la rue « Conduisez-moi au numéro 13 Duncan Street, Houndsditch. » À ce moment-là, je crus qu'elle nous avait dit la vérité. Et l'ayant vue installée dans l'intérieur de la voiture, je m'accrochai derrière. C'est un petit talent que tout policier devrait posséder. Nous voilà partis, et nous roulons sans un seul arrêt vers l'adresse indiquée. Je saute à terre avant d'arriver à la porte, et je me mets à suivre la rue en flânant d'un air distrait. Le fiacre s'arrête, le cocher descend de son siège, ouvre la portière et attend. Rien ne sort. J'avais vu tout cela du coin de l'œil. Quand j'arrivai auprès de la voiture, le cocher était plongé dedans et cherchait jusque sous les coussins d'un air affolé, tout en défilant le plus joli chapelet de jurons que j'ai entendu de ma vie. Il n'y avait pas plus de clients que dans ma main, et je crains bien qu'il ne revoie de longtemps le prix de sa course. Au numéro 13, on nous apprit que la maison appartenait à un honorable marchand de papier peint du nom de Keswick, et les noms de Sawyer et de Denis y étaient totalement inconnus.
allons donc, m'écriai-je stupéfait. Vous ne me ferez pas croire que cette vieille bonne femme qui ne tenait pas sur ses jambes ait été capable de sauter d'un fiacre en marche, sans que vous, ou le cocher, vous en soyez aperçus. Au diable la vieille bonne femme, répliqua Sherlock Holmes amèrement. C'est nous, les bonnes femmes, pour avoir ainsi donné dans le panneau. Ce personnage ne pouvait être qu'un homme jeune, et très vigoureux même, sans compter que c'est un acteur incomparable. Son déguisement était la perfection même. Il s'est évidemment aperçu qu'il était filé, et il a usé de ruse pour me glisser entre les doigts. Cela prouve que l'homme que nous poursuivons n'est pas seul, comme je l'avais cru jusqu'ici, et qu'il a des amis tout prêts à risquer gros pour lui. Docteur, vous avez l'air éreinté, croyez-moi, allez vous coucher. Comme par le fait, je me sentais très fatigué, je suivis ce conseil. Je laissai Holmes devant un feu de braise, et bien avant dans la nuit, j'entendis encore les gémissements contenus et mélancoliques de son violon, preuve qu'il méditait toujours sur l'étrange problème qu'il s'était juré de résoudre. Fin de la section 5. Section 6 de Un crime étrange par Arthur Conan Doyle. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Première partie. Chapitre 6 où Thomas Gregson montre de quoi il est capable. Les journaux du lendemain ne parlaient que du mystère de Brixton, comme ils l'intitulaient. Chacun donnait un long compte-rendu de l'affaire, quelques-uns même en avaient fait leur article de tête. J'y relevai plusieurs détails nouveaux pour moi. Comme mon calepin contient encore plusieurs extraits, découpés à cette époque, en voici un résumé. Le Daily Telegraph remarquait qu'on avait rarement rencontré dans les annales judiciaires un drame présentant un caractère plus étrange. Le nom allemand de la victime, l'absence de tout motif apparent du crime, l'inscription sinistre laissée sur le mur, tout tendait à faire croire qu'on se trouvait en présence d'un acte commis par des réfugiés politiques et des révolutionnaires. Les socialistes avaient beaucoup de ramifications en Amérique, et la victime, ayant transgressé le code de leurs lois secrètes, avait peut-être été traquée par eux jusqu'à Londres. Après quelques légères digressions sur la Sainte VM, la Gua Tofana, les Carbonari, la marquise de Brinvilliers, le darwinisme, les préceptes de Malthus, les crimes des voleurs de grand chemin de Radcliffe, l'article concluait en adressant un appel au gouvernement et en l'adjurant d'exercer une surveillance plus efficace sur les étrangers domiciliés en Angleterre. Le Standard commentait le fait en faisant remarquer que c'est toujours lorsque les libéraux sont au pouvoir qu'on voit se commettre de pareils attentats, au mépris de toutes les lois existantes. Voilà où peuvent mener le trouble et la confusion qu'on sème dans l'esprit des masses et qui engendre l'amoindrissement de tout principe d'autorité. La victime était un Américain, arrivé depuis quelques semaines dans la métropole. Il avait élu domicile dans la pension de Madame Charpentier à Torquay Terrace, dans le quartier de Camberwell, et était accompagné dans son voyage par son secrétaire particulier, M. Joseph Stangerson. Tous les deux avaient fait leurs adieux à leur propriétaire le mardi 4 du mois courant et s'étaient dirigés vers la station d'Euston en déclarant qu'ils avaient l'intention de prendre l'express pour Liverpool. Plus tard, on les avait vus encore ensemble dans la salle d'attente. Mais depuis lors, on ne savait plus rien sur leur compte, jusqu'au moment où, comme on le sait, le corps de M. Drebber fut découvert dans une maison inhabitée de Brixton Road, à plusieurs kilomètres de Stone. Qui l'avait amené là? Quel était l'assassin? Autant de mystères. On ignore, ajoutait le journal, ce qu'est devenu Stangerson. Mais nous sommes heureux d'apprendre que c'est à messieurs Lestrade et Gregson de Scotland Yard qu'on a confié la mission de diriger les recherches, et nous pouvons affirmer avec confiance que ces deux agents, dont le zèle et l'habileté sont si connus, ne tarderont pas à faire sur tous ces faits une lumière complète. Le Daily News ne doutait pas un seul instant qu'on ne se trouvât en présence d'un crime politique. Le despotisme et la haine de toute liberté dont étaient animés les gouvernements du continent avaient eu pour effet de faire émigrer sur nos rives un grand nombre d'hommes qui auraient pu se montrer excellents citoyens s'ils n'étaient pas encore ulcérés par le souvenir de tout ce qu'ils venaient de souffrir. Sur ces hommes pesait un code d'honneur, aux lois inflexibles, qui punissait de mort la moindre infraction. Tous les efforts devraient tendre à retrouver le secrétaire Stangerson et à se renseigner de la façon la plus exacte sur les habitudes de la victime.
Du reste, l'enquête avait déjà fait un grand pas en découvrant la maison où elle avait logé, et cet heureux résultat était entièrement dû à la perspicacité et au zèle de m Gregson de Scotland Yard. Sherlock et moi nous lûmes tous ces articles pendant notre déjeuner, et mon ami sembla s'en divertir beaucoup. Je vous avais bien dit que quoi qu'il arrive, Lestrade et Gregson sauraient récolter des lauriers. Tout dépend de la tournure que va prendre l'affaire. Oh, laissez donc, cela n'y fera ni chaud ni froid. Si l'homme est arrêté, ce sera grâce à leurs efforts. S'il leur échappe, ce sera malgré leurs efforts. Ils jouent là à coup sûr. Quoi qu'ils fassent, ils auront toujours des partisans. Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire. Mais qui diable nous arrive ici? Interrompis-je brusquement. En effet, à ce moment, des bruits de pas, de savates traînées, se faisaient entendre dans le vestibule et dans l'escalier, en même temps que de violentes exclamations de dégoût proférées par notre propriétaire. « C'est la petite division de police de Baker Street, » répliqua mon compagnon gravement, et aussitôt une demi-douzaine de petits voyous, les plus sales et les plus dégoûtants que j'aie jamais vus, firent irruption dans la pièce. « Attention !» s'écria Holmes sévèrement. Et les petits vauriens se mirent sur un rang et restèrent immobiles comme six vilaines petites statues. À l'avenir, vous enverrez Wiggins seul au rapport, et vous attendrez dans la rue. Y a-t-il quelque chose de nouveau, Wiggins? Non, monsieur, répondit l'interpellé. C'est bien ce que je pensais, mais vous continuerez vos recherches jusqu'à ce qu'elles aboutissent. Voici votre paye. Il tendit à chacun un shilling. Maintenant filez et revenez avec de meilleures nouvelles. Il fit un geste de la main, et tous disparurent comme autant de rats pour faire entendre un instant après leur voix glapissante. On est souvent mieux renseigné par un de ces petits bonshommes que par une douzaine d'agents de police, remarqua Holmes. L'aspect seul d'un agent officiel suffit à rendre les gens muets, tandis que ces gamins se faufilent partout et peuvent tout entendre. Ils sont même fins comme l'ambre, et il ne leur manque vraiment qu'une bonne organisation. Est-ce à propos du mystère de Brixton que vous les employez? Demandai-je. Oui, il y a un point que je tiens à éclaircir. C'est du reste simplement une affaire de temps. Ah ah, nous allons apprendre du nouveau et savoir comment Gregson a pris sa revanche. Le voici qui descend la rue avec un air de béatitude empreint sur toute sa figure. Il vient certainement ici. Oui, le voilà qui s'arrête. L'agent tira violemment la sonnette, escalada l'escalier en 3 bonds et se précipita dans le salon. « Mon cher monsieur !» cria-t-il, en serrant une main que Holmes ne lui tendait pas. « Félicitez-moi, j'ai tout rendu clair comme de l'eau de roche. » Je crus surprendre un vague sentiment d'inquiétude sur la figure si expressive de mon compagnon. « Venez-vous donc nous annoncer que vous avez trouvé une bonne piste ?» demanda-t-il. « Trouvé une piste? Mais mon cher, nous tenons l'homme, il est déjà sous clé. » Son nom? Monsieur Arthur Charpentier, enseigne de la marine royale, prononça pompeusement Gregson en se frottant les mains et en faisant jabot. Sherlock Holmes poussa un soupir de soulagement et redevint immédiatement tout souriant. « Asseyez-vous donc et tâtez d'un de ces cigares, » dit-il. « Nous sommes très impatients de savoir comment vous avez tout découvert. Voulez-vous un peu de whisky avec de l'eau ?»« Ce n'est pas de refus, » répondit l'agent de police. « Le travail incroyable auquel je me suis astreint pendant ces 2 derniers jours m'a éreinté. Ce n'est pas tant, vous saisissez bien, l'effort physique que la tension d'esprit. Vous pouvez me comprendre mieux que personne, monsieur Sherlock Holmes, car nous sommes, vous et moi, des gens qui soumettons notre cerveau à de rudes épreuves. »« Vous me faites trop d'honneur, » répliqua Holmes avec le plus grand sérieux. « Mais apprenez-nous donc comment vous êtes arrivé à un résultat si remarquable. » L'agent de police s'installa dans un fauteuil et se mit à regarder avec complaisance les spirales de fumée qui s'échappaient de son cigare. Puis tout à coup il se donna une tape sur la jambe avec tous les signes de la plus franche gaieté. « Le plus drôle, s'écria-t-il, c'est que cet imbécile de Lestrade, qui se croit si malin, est parti ventre à terre sur la mauvaise piste. Il est à la recherche du secrétaire Stangerson, qui n'est pas plus mêlé à ce crime qu'un enfant qui vient de naître. Il l'a peut-être déjà arrêté, à l'heure qu'il est. » Cette idée parut à Gregson tellement bouffonne qu'il faillit s'étrangler à force de rire. « Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ? » « Ah, je vais vous raconter ça. Mais docteur Watson, tout ceci entre nous, naturellement. La première difficulté à laquelle nous nous soyons heurtés était l'absence de tout renseignement sur les tenants et aboutissants de cet Américain.
D'aucuns auraient attendu les réponses aux annonces insérées dans les journaux, ou bien les renseignements spontanés qu'on serait venu leur apporter. Mais ce n'est pas ainsi que travaille Tobias Gregson. Vous rappelez-vous le chapeau qui était près du cadavre? Oui, dit Holmes, un chapeau de chez John Underwood and Sons, 129 Camberwell Road. Gregson sembla un peu désorienté. Je n'avais pas cru que vous ayez remarqué cela, dit-il. Êtes-vous allé chez le fabricant? Non. Ah, s'écria Gregson avec soulagement. Voyez-vous, il ne faut jamais rien négliger de quelque petite importance que cela puisse paraître. Rien n'est petit pour un grand esprit, fit Holmes sentencieusement. Eh bien, je suis allé, moi, chez Underwood, et je lui ai demandé à qui il avait vendu un chapeau de telle espèce et de telle dimension. Il consulta ses livres et retrouva tout de suite une indication à ce sujet. Il avait envoyé le chapeau en question à un M. Drebber, demeurant dans la maison meublée Charpentier, Torquay Terrace. Voilà, j'avais déjà l'adresse. C'est fort, c'est très fort, murmura Sherlock Holmes. Puis, continua le détective, je me rendis chez madame Charpentier. Je constatai qu'elle était très pâle et très agitée. Sa fille était là, dans la chambre, une bien jolie fille, ma foi. Elle avait les yeux rouges et ses lèvres tremblaient. Naturellement, tout cela ne m'a pas échappé et je commençai à me douter qu'il y avait anguille sous roche. Vous connaissez ce sentiment-là, n'est-ce pas, monsieur Sherlock Holmes, lorsque vous tombez sur la bonne voie et que ça vous donne comme un frisson? Alors je leur demandai, avez-vous appris la mort mystérieuse de votre ancien locataire, m. Enoch J. Drebber, de Cleveland? La mère fit signe que oui. Elle semblait incapable d'articuler une parole. Quant à la fille, elle éclata en sanglots. Il me parut de plus en plus évident que ces gens-là étaient mêlés à l'affaire. À quelle heure m. Drebber vous a-t-il donc quitté pour prendre le train? Demandai-je. À 8 heures, dit la mère, en se raffermissant pour dominer son agitation. Son secrétaire, m. Stangerson, lui a dit qu'il y avait 2 trains, l'un à 9h15 et l'autre à 11h. Il se décida pour le premier. Et vous ne l'avez plus revu? À cette question, la femme changea de figure et devint livide. Il lui fallut un bon moment pour se remettre et pour pouvoir articuler un simple nom, et encore fût-ce d'une voix rauque et hésitante. Il se fit un silence de quelques instants, puis la fille, d'une voix claire, « Ma mère, le mensonge n'a jamais rien produit de bon, dit-elle tranquillement. Soyons francs avec ce monsieur. Nous avons revu M. Drebber. »« Que Dieu te pardonne !» s'écria madame Charpentier en levant les bras au ciel et en tombant dans son fauteuil. « Tu as tué ton frère !»« Arthur serait le premier à vouloir que nous disions la vérité, » répondit la fille avec fermeté. « Vous feriez mieux de me raconter exactement ce qui s'est passé, repris-je, car les demi-confidences sont pires que tout. De plus, vous ignorez jusqu'à quel point nous sommes renseignés. »« Que tout cela retombe sur toi, Alice !» cria sa mère. Puis se retournant vers moi, « Je vous dirai donc tout, monsieur. Oh, vous n'allez pas attribuer mon agitation aux craintes que je pourrais avoir. Je suis trop sûre que mon fils n'a joué aucun rôle dans cette horrible affaire. Ma seule frayeur est que malgré son innocence, malgré toutes les impossibilités, il puisse paraître compromis. Heureusement pour lui, sa moralité irréprochable, sa profession, ses antécédents, tout témoigne en sa faveur. Ce que vous avez de mieux à faire, je le répète, est de me parler à cœur ouvert, insistai-je. Soyez tranquille, si votre fils est innocent, il ne lui arrivera rien de fâcheux. Peut-être, Alice, ferais-tu mieux de me laisser en tête-à-tête avec monsieur, dit-elle. Sa fille se retira. Non, monsieur, continua madame Charpentier. Je n'avais pas l'intention de vous raconter tout cela, mais puisque ma pauvre fille a parlé, je n'ai plus à hésiter. Je vais tout vous dire sans omettre un seul détail. C'est ce qu'il y a de plus sage, dis-je. M. Drebber a passé près de 3 semaines chez nous. Lui et son secrétaire, M. Stangerson, venaient de faire un voyage sur le continent. J'ai remarqué que chacune de leurs malles portait une étiquette de Copenhague. C'est donc là la dernière ville où ils avaient séjourné. M. Stangerson était un homme calme, réservé. Mais son maître, j'ai le regret de le dire, était tout l'opposé. Grossier et brutal, voilà ce qu'il était. Le soir même de son arrivée, il s'est grisé, et je dois avouer que passé midi, il n'était plus jamais dans son état normal. Ses manières, avec les servantes, étaient d'une liberté et d'une familiarité repoussantes. Et chose plus fâcheuse encore, il en vint bien vite à prendre la même attitude vis-à-vis de ma fille, Alice. Plus d'une fois, il lui a parlé d'une façon que, Dieu merci, elle est trop innocente pour avoir pu comprendre.
Une fois même, ne lui est-il pas arrivé de la prendre par la taille et de l'embrasser? Son secrétaire lui-même en a été indigné et lui a adressé les plus vifs reproches sur la façon ignoble dont il se conduisait. Et pourquoi avoir supporté tout cela? Demandai-je. Je pense bien que vous êtes libre de vous débarrasser de vos locataires quand bon vous semble. Madame Charpentier rougit à cette remarque si logique. Dieu m'est témoin que je regrette assez de ne l'avoir pas mis à la porte le jour même de son arrivée, dit-elle. Mais c'était trop tentant. Ils payaient chacun 25 francs par jour, soit 350 francs par semaine à eux deux. Et nous sommes maintenant dans la morte saison. Je suis veuve. Mon fils qui est dans la marine m'a coûté très cher. Je n'eus pas le courage de renoncer à cet argent, croyant agir pour le mieux. Mais la dernière incartade de M. Drebber dépassant toutes les bornes, je lui donnai congé en lui disant pourquoi. Voilà quelle fut la cause de son départ. C'est bon, continuez. Je me sentis soulagé en voyant partir mes locataires. Je dois vous dire que mon fils est en permission en ce moment et que je n'avais pas osé lui parler de tout cela à cause de la violence de son caractère et de l'affection passionnée qu'il porte à sa sœur. Lorsque j'eus refermé la porte derrière ces gens, il me sembla que j'avais un grand poids de moins sur la poitrine. Hélas, moins d'une heure après, j'entendais sonner. C'était M. Drebber qui revenait, très surexcité, ayant évidemment beaucoup bu. Il fit irruption dans la pièce où je me tenais, avec ma fille, et je crus comprendre, au milieu d'un flot de paroles incohérentes, qu'il avait manqué son train. Puis il se tourna vers Alice, et devant moi, il eut l'impudence de lui proposer de s'enfuir avec lui. « Vous êtes majeur, dit-il, il n'y a aucune loi qui puisse vous en empêcher. J'ai plus d'argent que je ne peux en dépenser, ne faites pas attention à la vieille, et venez avec moi tout de suite. Allons, arrivez, vous vivrez en princesse. » Ma pauvre Alice fut si effrayée qu'elle s'écarta de lui, mais il la saisit par le poignet et chercha à l'entraîner vers la porte. Je me mis à crier, et au même moment mon fils Arthur entra dans la chambre. Ce qui arriva alors, je n'en sais rien. J'entendis des jurons, un bruit de lutte, mais j'étais trop terrifié pour oser seulement lever les yeux. Quand je revins à moi, je vis Arthur debout sur le pas de la porte, une canne à la main, et riant aux éclats. « Je ne crois pas que ce beau sire vienne vous ennuyer encore, dit-il. Je vais cependant le suivre et voir ce qu'il devient. » En disant ces mots, il prit son chapeau et descendit dans la rue. Le lendemain matin, nous avons appris la mort mystérieuse de M. Drebber. Ce récit fut entrecoupé par bien des soupirs et des interruptions. Par moments, Madame Charpentier parlait si bas que je pouvais à peine saisir ce qu'elle disait. Je pris quelques notes pour résumer son récit et ne pas commettre d'erreur. « C'est tout à fait palpitant, » dit Sherlock Holmes en bâillant. « Et ensuite ?» Quand Madame Charpentier eut fini, continua l'agent, je vis que tout reposait sur un seul point. Aussi la fixant avec un œil qui, je le sais, fait toujours une profonde impression sur les femmes, je lui demandai à quelle heure son fils était rentré. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Vous ne savez pas ? » ?»« Non, il a une clé. Il est rentré sans déranger personne. »« Étiez-vous déjà couché ? » ?»« Oui. »« À quelle heure vous êtes-vous couché ? » ?»« Vers 11 heures. »« Alors votre fils est resté au moins 2 heures dehors. »« Oui. » « Peut-être même 4 ou 5. »« Peut-être. » « Qu'a-t-il fait pendant tout ce temps ? » ?»« Je n'en sais rien. » Naturellement, j'étais édifié. Je m'assurai de l'endroit où se trouvait le lieutenant Charpentier. Je pris 2 agents avec moi et je le mis en état d'arrestation. Lorsque je le touchai à l'épaule et l'invitai à me suivre tranquillement, il me demanda avec effronterie « C'est sans doute comme impliqué dans l'affaire de cette canaille de Drebber que vous m'arrêtez ?» Comme nous lui avions encore rien dit, cette exclamation m'apparut tout à fait suspecte. « Tout à fait, » dit Holmes. Il tenait encore à la main la lourde canne, qu'au dire de sa mère il avait prise pour suivre Drebber. C'est un gros gourdin en bois de chêne. « Quelle est votre opinion, alors ?» « Eh bien, mon opinion est qu'il a suivi Drebber jusqu'à Brixton Road. Là, une nouvelle altercation s'est élevée entre eux, et Drebber aura reçu, je ne sais trop où, peut-être dans le creux de l'estomac, un coup de bâton qui aura occasionné la mort sans laisser aucune trace. La nuit était si pluvieuse qu'il n'y avait pas un chat dans les rues, et Charpentier a pu traîner le cadavre de sa victime dans la maison inhabitée. Quant à la bougie, au sang répandu et à l'inscription sur le mur, autant de ruses destinées à dérouter la police. « Très bien travaillé, » dit Holmes, sur un ton encourageant. « Vraiment, Gregson,
vous faites des progrès. Nous arriverons à faire quelque chose de vous. Je me flatte, en effet, d'avoir conduit toute cette affaire assez proprement, répondit avec suffisance l'agent de police. Le jeune homme a spontanément déclaré qu'il suivait Drebber depuis quelque temps déjà, lorsque ce dernier l'aperçut et prit un fiacre pour lui échapper. Il prétend avoir rencontré alors en rentrant chez lui un ancien camarade de la marine et avoir fait avec celui-ci une longue promenade. Quand on lui a demandé où demeurait ce camarade, il s'est trouvé incapable de donner une réponse satisfaisante. Je crois que tout cela se tient parfaitement. Ce qui m'amuse le plus, c'est de penser que Lestrade galope sur la fausse piste. J'ai bien peur qu'il n'arrive pas à grand-chose. Mais que diable, le voici en personne. C'était en effet Lestrade qui venait de monter l'escalier et entrait à ce moment. Mais il avait perdu tout ce qui caractérisait en général son maintien. Sa figure était bouleversée et ses vêtements en désordre. Il venait assurément dans l'intention de consulter Sherlock Holmes, car la vue de son collègue parut l'embarrasser et même le contrarier vivement. Il restait planté au milieu de la chambre, tortillant nerveusement son chapeau et ne sachant à quoi se décider. C'est un cas bien extraordinaire, dit-il. Enfin, une affaire tout à fait incompréhensible. Ah, vous trouvez ça, monsieur Lestrade? S'écria Gregson triomphalement. Je pensais bien que c'était là que vous aboutiriez. Avez-vous fini par découvrir le secrétaire, monsieur Joseph Stangerson? Ce secrétaire, ce Joseph Stangerson, prononça Lestrade gravement, a été assassiné ce matin, vers 6 heures, à l'hôtel d'Hallyday. Fin de la section 6. Section 7 de Un crime étrange par Arthur Conan Doyle. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Première partie. Chapitre 7. Une lueur dans les ténèbres. La nouvelle que nous apportait Lestrade était si grave et si inattendue que nous restâmes tous les trois interdits. Gregson en sursauta sur son siège, renversant ce qui restait de son verre de whisky. Pour moi, je me contentais d'examiner en silence Sherlock Holmes, dont les lèvres se serraient et dont les sourcils s'abaissaient jusque sur les yeux. « Stangerson aussi » murmura-t-il. « L'affaire se complique. » C'était déjà bien assez compliqué, grommela Lestrade en s'asseyant. « Mais il me semble que je suis tombé en plein conseil de guerre. »« Vous êtes sûr de cette nouvelle ?» balbutia Gregson. « Je sors de sa chambre, » dit Lestrade, « et j'ai été le premier à faire cette découverte. »« Nous venons d'entendre l'opinion de Gregson sur l'affaire, » observa Holmes. « Auriez-vous la complaisance de nous dire tout ce que vous avez vu et fait ?»« Volontiers, » répondit Lestrade en s'asseyant. « Je dois avouer que j'étais convaincu de la complicité de Stangerson dans le meurtre de Drebber, avant que ce nouvel incident soit venu me prouver mon erreur. Avec cette idée fixe, je me mis à la recherche du secrétaire. On les avait vus ensemble, son maître et lui, vers 8h30 dans la soirée du 3 à la station d'Euston. À 2h du matin, Drebber était trouvé mort dans la maison de Brixton Road. Le point important était donc de connaître l'emploi du temps de Stangerson entre 8h30 et l'heure du crime, et de savoir ensuite ce qu'il était devenu. Je télégraphiai à Liverpool en donnant le signalement de l'homme et en recommandant d'exercer une surveillance sur les paquebots américains. Puis je me mis à travailler de mon côté, explorant tous les hôtels et toutes les maisons meublées qui se trouvent dans le voisinage de la station d'Euston. Car je supposais que si, contrairement à mes prévisions, Drebber et son compagnon s'étaient séparés à un moment donné, ce dernier avait dû passer la nuit quelque part dans les environs, pour revenir ensuite rôder aux abords de la gare dans la matinée du lendemain. Ils avaient probablement convenu d'un rendez-vous avant de se quitter, remarqua Sherlock Holmes. C'était ce que je pensais. J'ai donc passé toute ma soirée d'hier à faire des recherches qui n'ont abouti à rien. Ce matin, j'ai recommencé de très bonne heure et à 5h, je suis arrivé à l'hôtel d'Hallyday dans la rue Little George. Lorsque je demandai si M. Stangerson habitait là, on me répondit affirmativement. « Vous êtes sans doute le monsieur qui l'attendait, me dit-on. Voilà 2 jours qu'il l'espère. »« Où est-il maintenant ?» demandai-je. « Il est en haut et encore dans son lit. Il a demandé qu'on n'entre chez lui qu'à 9h. »« Je vais monter le voir tout de suite, » répliquai-je. Je pensais que mon apparition soudaine lui porterait un coup et lui arracherait peut-être quelque exclamation involontaire. Le portier s'offrit à me mener dans sa chambre. Elle était située au 2e étage.
et on y accédait par un petit couloir. L'homme me désigna la porte et allait redescendre, lorsqu'un spectacle si affreux s'offrit à mes regards que mon cœur se souleva malgré mes 20 années d'expérience. Sous la porte coulait un mince ruisseau de sang qui avait traversé le corridor et avait formé une mare contre la cloison opposée. Je poussai un cri qui fit revenir le portier sur ses pas. Il se trouva presque mal en voyant ce sang. La porte de la chambre était fermée à clef à l'intérieur, mais réunissant nos efforts, nous l'enfonçâmes au moyen de quelques coups d'épaule. Près de la fenêtre ouverte gisait, la face contre terre, le corps d'un homme en chemise de nuit. Il devait être mort depuis quelque temps, car il était déjà tout raide et complètement froid. Lorsque le portier le retourna, il reconnut l'individu qui avait loué une chambre sous le nom de Joseph Stangerson. La mort était due à un coup de poignard porté sur le côté gauche et si violemment qu'il avait dû atteindre le cœur. Et maintenant, voici le plus étrange de l'affaire. Que pensez-vous qu'il ait pu y avoir au-dessus du cadavre ? Je sentis un frisson m'envahir et j'eus le pressentiment de quelque chose de terrible avant même que Sherlock Holmes eût répondu « Le mot rachet écrit en lettres de sang ». « C'est cela même, » répondit Lestrade d'une voix mal assurée. Tous, nous nous regardâmes un instant en silence. Cet assassin inconnu procédait d'une façon si méthodique et incompréhensible que le crime en devenait encore plus horrible. Mes nerfs, que les champs de bataille n'avaient guère pu ébranler, se révoltaient devant ce mystère. « On a vu l'assassin, » continua Lestrade, « un garçon laitier, allant à sa laiterie, passait dans la ruelle qui sépare l'hôtel des écuries. Il remarqua qu'une échelle qui gît généralement était appuyée contre une des fenêtres du second, et que cette fenêtre était grande ouverte. Après avoir dépassé la maison, il se retourna et vit un homme descendre l'échelle. Mais il faisait cela si tranquillement et si naturellement que le garçon pensa que c'était un menuisier ou quelque autre ouvrier qui travaillait dans l'hôtel. Il n'y fit donc guère attention et se contenta de penser que cet individu commençait son ouvrage de bien bonne heure. Il croit se rappeler que l'homme était grand, avec une figure rouge, et qu'il portait un long pardessus brun. Il doit être resté quelque temps dans la chambre après avoir commis son crime, car j'ai trouvé dans la cuvette de l'eau mêlée de sang, preuve qu'il s'y était lavé les mains, et les draps portaient des marques montrant qu'il s'en était servi pour essuyer son couteau. Je jetai un regard à Holmes en entendant cette description de l'assassin, en tout si semblable à celle qu'il m'avait donnée, mais je ne vis sur sa figure aucune trace de triomphe ou même de satisfaction. « N'avez-vous trouvé dans la chambre aucun indice qui puisse mettre sur la trace du meurtrier ?» dit-il. « Aucun. Stangerson avait dans sa poche la bourse de Drebber, mais ce devait être son habitude, puisqu'il était chargé de régler toutes les dépenses. Il y avait dedans un peu plus de 200 francs. Rien n'avait été volé. Quels que soient les motifs de ces crimes extraordinaires, le vol n'en est assurément pas le mobile. Il n'y avait ni papier, ni portefeuille dans la poche de la victime. Il ne s'y trouvait qu'un télégramme daté de Cleveland, et vieux d'1 mois environ. Voici ce qu'il contenait. J.H. est en Europe. Pas de signature. Rien d'autre ? Demanda Holmes. Rien d'important. Un roman que le malheureux avait pris pour s'endormir était encore sur son lit, et sa pipe se trouvait sur une chaise à côté. Sur la table, il y avait un verre d'eau, et sur le rebord de la fenêtre, une petite boîte en bois contenant 2 pilules. Sherlock Holmes bondit sur sa chaise en poussant une exclamation de joie. « Voilà mon dernier anneau !» cria-t-il. « Tout est complet maintenant. » Les 2 agents de police le regardèrent avec stupéfaction. « Voyez-vous, » reprit mon compagnon, sur un ton confidentiel, « je tiens à présent dans ma main tous les fils si embrouillés de cette affaire. Il me manque encore naturellement quelques détails, mais je suis aussi sûr des principaux événements qui se sont déroulés depuis le moment où Drebber s'est séparé de Stangerson à la station jusqu'à celui où on a découvert le cadavre que si j'y avais assisté moi-même. Je vais vous en donner la preuve. Avez-vous pris les pilules ? » « Les voici, » dit Lestrade, en montrant une petite boîte blanche. « Je les ai prises ainsi que la bourse et le télégramme, afin de tout déposer au bureau de police. Mais j'ai bien failli laisser là les pilules, car j'avoue que je n'y attachais pas la moindre importance. »« Donnez-les-moi, » dit Holmes. « Maintenant, docteur, continua-t-il en se tournant vers moi, dites-nous si ce sont là des pilules ordinaires. » Elles ne l'étaient certainement pas. D'une couleur gris-perle, elles étaient petites, rondes et presque transparentes à la lumière.
Leur légèreté et leur transparence, remarquai-je, me portent à croire qu'elles sont solubles dans l'eau. Précisément, répondit Holmes. Maintenant voudriez-vous avoir la bonté d'aller chercher ce pauvre petit terrier qui est malade depuis si longtemps que notre propriétaire vous avait demandé hier de mettre un terme à ses souffrances. Je descendis et je remontai avec le chien dans mes bras. Sa respiration pénible et son œil vitreux montraient qu'il n'était pas loin de sa fin. En effet, son museau blanc comme la neige prouvait qu'il avait déjà dépassé les limites habituelles de l'existence pour les animaux de sa race. Je le mis sur un coussin devant la cheminée. Maintenant, je vais couper une de ces pilules en deux, dit Holmes, et prenant son canif, il joignit l'action à la parole. Je remets une moitié dans la boîte pour m'en servir plus tard, et je jette l'autre moitié dans ce verre qui contient une petite cuillerée d'eau. Vous voyez que notre ami le docteur a raison, et que cela se dissout parfaitement. C'est peut-être très intéressant ce que vous faites là, dit Lestrade, du ton piqué de quelqu'un qui craint qu'on ne se moque de lui. Cependant, je ne vois pas très bien ce que cela peut avoir de commun avec la mort de M. Joseph Stangerson. Patience, mon ami, patience. Vous constaterez en temps voulu comment cela se rattache à notre affaire. J'ajoute maintenant un peu de lait pour rendre la potion agréable, et en la présentant au chien, nous voyons qu'il la boit très volontiers. Tout en parlant, il avait versé le contenu du verre dans une soucoupe et l'avait placé devant le terrier, qui l'avala en un instant. Le sérieux de Sherlock nous avait à tel point impressionnés que nous restions tous là en silence, nous attendant à quelque résultat surprenant. Il n'y en eut aucun. Le chien continua à rester étendu sur le coussin, respirant toujours difficilement, mais ne se trouvant évidemment ni mieux ni plus mal de sa petite médecine. Holmes avait tiré sa montre. Les minutes se succédaient sans qu'il se produisît rien d'extraordinaire, et une expression d'ennui et de violent désappointement se manifesta sur son visage. Il se rongeait les lèvres, battait du tambour avec ses doigts sur la table, et montrait tous les symptômes d'une impatience nerveuse. Telle était son émotion que je me sentais sincèrement affligé pour lui, tandis que les deux agents, ravis de cet échec, souriaient ironiquement. « Il est impossible que ce soit une simple coïncidence, cria-t-il enfin, s'élançant de sa chaise et se mettant à arpenter la chambre en tous sens. Non, c'est impossible. Ces mêmes pilules dont je soupçonnais l'existence dans l'affaire Drebber apparaissent encore dans l'affaire Stangerson, et cependant elles sont inoffensives. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Non, tout l'enchaînement de mes raisonnements ne peut pas ne pas être juste. C'est impossible. Et cependant ce maudit chien ne paraît pas s'en porter plus mal. Ah mais, j'y suis! J'y suis! Avec un cri de joie, il se précipita sur la boîte, coupa l'autre pilule en deux, la fit dissoudre, y ajouta du lait et présenta le breuvage au terrier. À peine la malheureuse bête se fut-elle humecté la langue qu'elle eut un frisson convulsif qui secoua tous ses membres, puis elle tomba raide morte comme si elle avait été frappée de la foudre. Sherlock Holmes poussa un long soupir de soulagement et essuya la sueur qui ruisselait sur son front. « Je devrais avoir plus de confiance, dit-il. Je devrais, à l'heure qu'il est, savoir que lorsqu'un fait semble venir contrarier une série de déductions, c'est invariablement parce qu'on doit lui chercher une autre interprétation. Des deux pilules renfermées dans la boîte, l'une contenait un poison mortel, l'autre était parfaitement inoffensive. J'aurais dû m'en douter avant même d'avoir vu la boîte. » Cette dernière assertion me parut si étonnante que je pouvais à peine croire qu'elle fût dans son bon sens. Il y avait cependant là le cadavre du chien, comme preuve de la justesse de ses conjectures. Il me sembla que le brouillard qui obscurcissait mon cerveau se dissipait et je commençais à avoir une vague idée de la vérité. « Tout ceci vous paraît étrange, » continua Holmes, « parce que dès le début de l'enquête, vous n'avez pas saisi l'importance du seul indice véritable que nous ayons relevé. J'ai eu la bonne fortune de m'en rendre compte. Tout ce qui est arrivé depuis n'a fait que confirmer mes premières suppositions, ou pour mieux dire, en a été la déduction logique. En conséquence, ce qui n'a fait que vous embarrasser et vous embrouiller davantage n'a servi qu'à m'éclairer et à confirmer mes suppositions. C'est une erreur de croire que ce qui est étrange soit un mystère. Le crime le plus ordinaire est souvent le plus mystérieux, parce qu'il ne présente aucun côté saillant auquel on puisse accrocher ses déductions. L'assassinat qui nous occupe aurait été infiniment plus difficile à débrouiller si le corps de la victime avait été trouvé tout simplement étendu sur la route, sans aucune des circonstances sensationnelles qui l'ont tout de suite mis en relief.
Ces détails étranges, loin de rendre l'affaire plus difficile, ont au contraire facilité notre tâche. M. Gregson, qui avait écouté ce discours avec une impatience marquée, ne put se contenir plus longtemps. « Écoutez, monsieur Sherlock Holmes, dit-il, nous sommes tout prêts à reconnaître que vous êtes un homme très fort et que vous avez une méthode spéciale de travailler. Mais à l'heure qu'il est, il nous faut autre chose que des théories et des beaux discours. Il faut arrêter l'homme. J'ai agi d'après mon idée et il me semble que j'ai fait fausse route. Le jeune charpentier ne peut pas être impliqué dans cette seconde affaire. Lestrade, de son côté, a donné la chasse à Stangerson et il n'est pas davantage dans le vrai. Vous nous avez, par-ci par-là, jeté des insinuations à la tête, tout en semblant en savoir plus long que nous. Nous avons donc maintenant le droit de vous demander ce que vous connaissez de l'affaire. Pouvez-vous nommer l'assassin ? Je suis forcé de reconnaître que Gregson a raison, monsieur, remarqua Lestrade. Nous avons fait de notre mieux tous les deux, et tous les deux nous avons échoué. Depuis que je suis là, vous avez plus d'une fois constaté que vous avez toutes les preuves dont vous avez besoin. Vous n'allez pas les garder pour vous plus longtemps. Le moindre retard apporté dans l'arrestation de l'assassin, observai-je à mon tour, pourrait lui donner le temps de perpétrer de nouveaux crimes. Ainsi pressé de tous côtés, Holmes sembla hésiter. Il continua à arpenter la chambre, la tête inclinée sur la poitrine et les sourcils froncés, ainsi qu'il avait l'habitude de le faire lorsqu'il réfléchissait. « Il n'y aura plus de crime commis, dit-il enfin, en s'arrêtant brusquement et en nous dévisageant. Vous pouvez compter là-dessus. Vous m'avez demandé si je savais le nom de l'assassin ? Oui, je le sais. Le fait seul de connaître son nom est peu de chose comparé à la difficulté de l'arrêter. Je compte toutefois y arriver avant peu. J'ai bon espoir de réussir grâce à mes procédés particuliers, mais c'est une chose qui demande beaucoup de tact, car nous avons affaire à un homme rusé et capable de tout, doublé, comme je l'ai expérimenté à mes dépens, par un autre aussi habile que lui. Tant que cet homme sera convaincu que personne n'est encore sur la piste, il y aura quelque chance de mettre la main dessus. Mais au premier soupçon, il changera de nom et se perdra immédiatement au milieu des 4 millions d'habitants que renferme Londres. Sans vouloir vous être désagréable, je suis obligé de dire que la police se trouve en face de gens plus forts qu'elle, et c'est pourquoi je ne vous ai pas demandé votre concours. Si j'échoue, tout le blâme tombera naturellement sur moi, mais j'y suis préparé. Je termine en vous promettant que dès que cela ne pourra plus nuire à mes propres combinaisons, je vous communiquerai tout ce que je saurai. Gregson et Lestrade ne parurent pas très satisfaits de cette assurance, non plus que de l'allusion blessante pour la police. Le premier avait rougi jusqu'à la racine de ses cheveux filasses, tandis que les yeux en boule de loto de l'autre s'allumaient dans un mélange de curiosité et de ressentiment. Aucun des deux, cependant, n'avait eu le temps de formuler leurs réflexions, lorsqu'on frappa à la porte, et le porte-parole des petits voyous de la rue, le jeune Wiggins, se présenta en personne, toujours aussi sale et aussi dégoûtant. « Pardon, monsieur, dit-il, en portant la main à sa tignasse, le fiacre est en bas. « Tu es un brave garçon, répondit Holmes simplement. Tenez, continua-t-il, voilà un type que vous devriez adopter à Scotland Yard. Il montrait une paire de menottes en acier qu'il venait de prendre dans un tiroir. Voyez comme le mécanisme en est ingénieux. En un clin d'œil, on vous ligote un homme. Le vieux modèle est bien assez bon, remarqua Lestrade, si nous avions seulement l'homme à qui les mettre. C'est vrai, répondit Holmes en souriant. Mais le cocher pourrait bien me donner un coup de main pour mes malles. Demandez-lui donc de monter, Wiggins. J'étais très étonné d'entendre mon compagnon parler ainsi de partir, alors qu'il ne m'avait pas soufflé mot de ses projets de voyage. Il y avait dans un coin de la chambre une petite valise, il la tira et se mit en devoir de la boucler. Il était tout absorbé dans cette besogne quand le cocher de fiacre entra. « Aidez-moi donc un peu à mettre cette courroie, cocher, » dit-il sans tourner la tête et toujours agenouillé sur la malle. L'individu s'avança d'un air grognon et méfiant et mit ses mains sur la valise pour aider Holmes. Au même moment, on entendit un bruit sec, un cliquetis métallique, et Sherlock Holmes se redressa d'un bond. « Messieurs !» cria-t-il les yeux étincelants, « laissez-moi vous présenter M. Jefferson Hope, l'assassin d'Enoch Drebber et de Joseph Stangerson. » Tout cela avait été si rapide que je n'y avais vu que du feu. Mais je n'oublierai jamais cet instant et l'expression triomphante d'Holmes et le ton éclatant de sa voix et l'air de détresse sauvage du cocher
tandis qu'il contemplait les manchettes brillantes qui s'étaient rivées comme par enchantement autour de ses poignets. Pendant une seconde ou deux nous eûmes l'air métamorphosés en statues. Puis, avec un hurlement inarticulé de fureur, le prisonnier s'arracha à l'étreinte de Holmes et se jeta sur la fenêtre. L'encadrement et les vitres volèrent en éclats, mais avant qu'il ait eu le temps de passer au travers, Gregson, Lestrade et Holmes sautèrent sur lui comme autant de chiens sur leur proie. Il fut renversé dans la chambre, et alors commença une bataille terrible. Cet homme était si fort et si violent qu'il nous secouait tous les quatre sans que nous puissions le maîtriser. Il semblait aussi terrible qu'un épileptique au milieu d'une crise. Sa figure et ses mains avaient été affreusement entamées par les éclats de verre, mais le sang qui ruisselait de ses blessures ne diminuait en rien sa résistance. Ce ne fut que lorsque Lestrade parvint à passer sa main dans sa cravate et l'eut étranglé à moitié qu'il comprit enfin l'inutilité de ses efforts. Même alors, nous ne sentîmes sûrs de l'avoir dompté que lorsque nous eûmes attaché ses pieds comme ses mains. Cela fait, nous nous relevâmes, essoufflés et haletants. « Nous avons son fiacre, dit Sherlock Holmes. Cela servira à le mener à Scotland Yard. Et maintenant, messieurs, continua-t-il en souriant aimablement, nous voilà arrivés à la solution de notre petit problème. Vous êtes parfaitement libres de m'adresser toutes les questions que vous voudrez, et je serai trop heureux d'y répondre. » Fin de la section 7. Section 8 de Un crime étrange par Arthur Conan Doyle. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Deuxième partie, chapitre 1. Deuxième partie, au pays des saints. Chapitre 1er, dans le désert de sel. Dans la partie centrale de l'Amérique du Nord se trouve un désert aride, effrayant. Longtemps il a marqué la limite où venait s'arrêter l'envahissement progressif de la civilisation. Limité d'un côté par les montagnes de la Sierra Nevada, de l'autre par celles de Nebraska, au nord par la rivière de Yellowstone et au sud par celle du Colorado, cette région semble être le domaine de désolation et du silence. Son aspect n'est cependant pas toujours uniforme. De hautes montagnes couvertes de neige y succèdent à des vallées sombres et tristes. Tantôt des rivières aux cours torrentueux se frayent un passage à travers des gorges étroites. Tantôt des plaines immenses s'étendent à perte de vue, toutes blanches, l'hiver, lorsque la neige les recouvre de son linceul, toutes grises l'été, grâce à la poussière alcaline dont elles sont imprégnées. Mais partout même aspect inhospitalier, même stérilité, partout même désolation. C'est la terre du désespoir. On n'y voit pas d'habitants. Une bande de pawnies ou de peaux-rouges, à la recherche d'un nouveau terrain de chasse, la traverse peut-être de temps à autre, mais les plus braves d'entre les braves ne se sentent rassurés que lorsqu'ils quittent ces terribles plaines pour revenir à leurs prairies habituelles. Le coyote qui se cache dans les broussailles, le vautour qui plane dans les airs, l'ours grizzly qui déambule gauchement à travers les ravins et les rochers à la recherche de sa pâture, tels sont les seuls hôtes de ces parages. Non, il n'y a pas au monde un paysage plus mélancolique que celui de la Sierra Blanca sur son versant méridional. À perte de vue, sans un accident de terrain, coupé seulement çà et là par quelques buissons de jujubiers, s'étend la plaine immense, toute semée de plaques alcalines, tandis qu'à l'horizon se profile une longue chaîne de montagnes dont les cimes décharnées dressent vers le ciel leurs sommets neigeux. Là, partout la vie semble suspendue. Jamais un oiseau ne raie de son vol l'azur sombre du ciel. Jamais une créature quelconque ne se meut sur cette terre grise. Et l'impression qui domine toutes les autres est celle d'un silence intense, absolu. Tendez l'oreille, pas un son ne troublera la désolation de ce désert sauvage. Le silence, rien que le silence, un silence qui vous glace le cœur. Mais peut-on vraiment dire que rien ne rappelle l'existence de créatures vivantes? Si du haut de la Sierra Blanca vous examinez la plaine, vous distinguerez une piste qui, serpentant à travers le désert, va se perdre dans l'éloignement. Bien des roues y ont laissé leurs traces, bien des aventuriers l'ont foulée. Çà et là, des taches blanches brillent au soleil, plus blanches que le sol sur lequel elles se détachent. Approchez, regardez bien, ce sont des ossements.
les uns forts et grossiers, les autres petits et fins, ossements de bestiaux, ossements humains. Pendant 1500 miles, cette route des sombres caravanes est ainsi jalonnée par les squelettes qui sont tombés sur son parcours. Le 4 mai 1847, un voyageur solitaire contemplait du haut d'un de ces sommets ce paysage désolé. Était-ce le génie, le démon familier de ces parages? À le voir, il était difficile de lui donner un âge. 40 ans, 60 peut-être, on ne savait. Sa figure était maigre, ses traits tirés. Sa peau jaunie se collait comme un vieux parchemin sur la saillie des os. Des fils blancs sillonnaient la masse brune de ses cheveux, et sa barbe était tout embroussaillée. Ses yeux, profondément enfoncés dans leur orbite, jetaient une lueur singulière. Enfin sa main crispée sur son fusil était aussi décharnée que celle d'un squelette. Pour se soutenir, il était obligé de s'appuyer sur son arme, et cependant sa haute taille et sa puissante ossature semblaient révéler la force et la vigueur. Mais sa face amaigrie, ses vêtements trop larges qui flottaient sur des membres décharnés, indiquaient trop clairement la cause de cette apparence misérable. Cet homme se mourait de faim et de soif. Péniblement, il était descendu dans le ravin. Plus péniblement encore, il avait remonté la pente opposée, dans l'espoir hélas superflu d'apercevoir du sommet de la hauteur quelque indice qui révélât la présence de cette eau si désirée. Mais aussi loin que la vue pouvait s'étendre, rien, pas un arbre, pas une plante, indiquant une source, une mare quelconque. L'immensité de la plaine de sel et à l'horizon les hautes montagnes qui formaient une ceinture menaçante. C'était le désert. Tout espoir était bien perdu. En vain son œil hagard avait sondé l'espace du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il comprit que c'était la fin, qu'il arrivait au terme de son voyage, et que là, sur ce rocher dénudé, il ne lui restait plus qu'à mourir. « Pourquoi pas ?» murmura-t-il, en s'asseyant sous l'abri d'une pierre géante. « Pourquoi pas? Autant maintenant que plus tard, autant ici que dans un bon lit. » Tout en s'asseyant, il jeta à terre en même temps que son fusil devenu inutile, un fardeau volumineux qu'il avait porté jusque-là sur son épaule. C'était un gros paquet, enveloppé d'une couverture grisâtre, et trop lourd évidemment pour ce qui lui restait de force. De ce paquet sortit un petit cri plaintif, et une figure d'enfant apparut, avec de grands yeux brillants et effarés, tandis que deux petites mains se crispaient convulsivement. « Vous m'avez fait mal, » dit une voix enfantine, d'un ton de reproche. « Oh, vraiment, » reprit l'homme tout confus, « je ne l'ai pas fait exprès. » Tout en parlant, il défit le châle et en sortit une petite fille d'environ 5 ans. À ses jolis souliers, à sa gentille robe rose, à son petit tablier blanc, on reconnaissait la sollicitude d'une mère. L'enfant était bien pâle, mais ses bras potelés, ses jambes encore fortes, montraient qu'elle avait cependant moins souffert que son compagnon. « Et maintenant, comment cela va-t-il » dit l'homme avec inquiétude, en voyant qu'elle frottait encore le haut de sa tête sous les boucles blondes et soyeuses qui la recouvraient. « Embrassez-moi là, pour que ça ne me fasse plus mal, » dit-elle avec un grand sérieux. « C'est comme cela que maman faisait toujours. Où est-elle, maman ?»« Maman est partie, mais je pense que tu vas bientôt la rejoindre. »« Partie ?» dit la petite fille. « Tiens, c'est curieux, elle ne m'a pas dit adieu. Elle me disait toujours adieu lorsqu'elle allait prendre le thé chez tante. Et maintenant voilà 3 jours qu'elle est partie. Mais il fait soif, dites. Est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Et puis quelque chose à manger? » « Non, hélas, ma chérie. Un peu de patience seulement. Et puis tu n'auras plus besoin de rien. Appuie ta tête sur moi, comme cela tu seras mieux. Quoiqu'il ne soit pas facile de causer quand on a les lèvres racornies comme un vieux cuir desséché, je crois malgré tout, petite, qu'il vaut mieux te dire de quoi elle retourne. Mais qu'est-ce que tu tiens donc là? »« Oh, de jolies choses, de bien jolies choses !» s'écria la petite toute joyeuse, en montrant 2 fragments de mica qui brillaient au soleil. « Lorsque nous reviendrons à la maison, je les donnerai à mon petit frère Bob. »« Attends seulement un peu, et tu verras des choses bien plus jolies encore, » murmura l'homme. « Mais laisse-moi te parler. Tu te rappelles lorsque nous avons quitté la rivière? »« Oh oui !»« Eh bien, nous comptions trouver bientôt un autre cours d'eau. Seulement nous avons fait une erreur avec les compas, ou avec la carte, ou avec je ne sais quoi. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous ne l'avons pas trouvé. Notre eau s'est épuisée, sauf quelques gouttes que nous avons réservées pour toi, et puis...
Et puis, interrompit gravement la petite, en fixant les yeux sur la figure poussiéreuse de son compagnon, et puis, vous n'avez pas eu de quoi vous laver. Non, ni de quoi boire non plus. Et M. Ronder a succombé le premier. Ensuite, ça a été le tour de l'Indien Pettet, et puis de Madame MacGregor et de Johnny Holmes. Enfin, chérie, ta mère... Quoi? Maman aussi est morte? Cria la petite fille en se cachant la tête dans son tablier pour éclater en sanglots. Oui, ils sont tous morts, excepté nous deux. Alors j'ai pensé que nous avions des chances de nous trouver de l'eau par ici. Je t'ai pris sur mon épaule et nous sommes partis ainsi à l'aventure. Je crois que nous n'avons guère réussi et il ne nous reste plus grand espoir maintenant. Voulez-vous dire que nous allons mourir aussi? Demanda l'enfant, cessant brusquement de pleurer et levant vers son compagnon sa figure inondée de larmes. Je crois bien que c'est là ce qui nous attend. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Fit-elle avec un rire joyeux. Comme vous m'avez fait peur. Du moment que nous serons morts, nous rejoindrons maman, bien sûr. Oui, ma chérie, tu la rejoindras. Et vous aussi. Et je lui dirai combien vous avez été bon. Je parie qu'elle viendra au-devant de nous, à la porte du ciel, avec une grande cruche pleine d'eau et beaucoup de gâteaux de sarrasin tout chauds et bien grillés des deux côtés, comme Bob et moi les aimions tant. Mais combien de temps allons-nous attendre? Je ne sais trop, pas bien longtemps toujours. Les regards de l'homme s'étaient dirigés vers l'horizon, dans la direction du nord. Sur l'azur du ciel, il avait distingué 3 petits points sombres qui grandissaient à vue d'œil en se rapprochant rapidement. C'étaient 3 grands oiseaux, au plumage foncé, qui se mirent à décrire des cercles au-dessus des 2 voyageurs et finirent par se poser sur un rocher qui les surplombait. Les vautours arrivaient, leur présence était un signe avant-coureur de mort. « Oh, des coqs et des poules !» cria la petite toute joyeuse à la vue de ces sinistres messagers. Et elle se mit à taper ses mains l'une contre l'autre pour les faire lever. « Dites, est-ce que c'est Dieu qui a créé ce pays-ci » ? « Certainement, c'est lui, » répondit son compagnon, interloqué par cette singulière question. « Non, non, » continua l'enfant, « c'est bien lui qui a fait l'Illinois et le Missouri, mais je parierais que c'est quelqu'un d'autre qui a créé la contrée où nous sommes, car elle n'est pas à moitié aussi bien faite. On y a oublié l'eau et les arbres. » « Si tu récitais un petit bout de prière, » reprit l'homme timidement, « qu'en penses-tu » ? « Mais la nuit n'est pas encore venue, » reprit-elle. « Peu importe, s'il n'est pas tout à fait l'heure. Je suis sûre que le bon Dieu n'y fera pas attention. Répète donc les prières que tu disais tous les soirs sur le chariot, lorsque nous étions encore dans la prairie. »« Pourquoi n'en dites-vous pas vous-même » demanda l'enfant en le regardant avec des yeux étonnés. « Je les ai oubliés, » répondit-il. « Je n'étais pas moitié si haut que ce fusil que déjà j'en avais perdu l'habitude. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dis les tiennes tout haut, et je m'y associerai et accompagnerai les réponses. »« Alors, il faut vous mettre à genoux avec moi, » dit-elle en étendant le châle par terre. « Puis vous joindrez les mains comme ceci, et vous vous sentirez meilleur. » Spectacle étrange, que les vautours étaient seuls à contempler. L'enfant espiègle et le vieil aventurier étaient agenouillés côte à côte, sur l'étroite couverture. La petite tête, aux joues roses et rebondies, se tournait vers le ciel pur et radieux, en même temps que la figure hâve et décharnée. Ces 2 êtres, si dissemblables, sentaient leur cœur s'élever d'un même élan vers cet être suprême avec lequel ils s'entretenaient, face à face. Et les 2 voix, l'une argentine et pure, l'autre profonde et rude, s'unissaient pour implorer la miséricorde divine. La prière finie, ils reprirent leur place, à l'abri du rocher, jusqu'à ce que l'enfant s'endormît pelotonné sur la large poitrine de son protecteur. Celui-ci veilla pendant quelque temps sur son sommeil, mais à la fin, la nature l'emporta. Pendant 3 jours et 3 nuits, il ne s'était pas accordé un instant de repos. Aussi ses paupières s'abaissèrent peu à peu sur ses yeux fatigués, sa tête se pencha de plus en plus sur sa poitrine, et la barbe grisonnante de l'homme vint se mêler aux boucles blondes de l'enfant. Tous 2 étaient abîmés dans le même sommeil lourd et sans rêve. Si le voyageur était resté éveillé encore quelques instants, un singulier spectacle eut bientôt frappé ses regards. À l'extrémité de la grande plaine de sel, au loin, tout au loin, apparut d'abord un petit tourbillon de poussière, très léger au début, à peine distinct même,
Il grandit peu à peu de façon à former un nuage épais qui s'avançait lentement. Mais ce nuage, d'où provenait-il? Dans une région plus fertile, on aurait cru à la présence d'un de ces grands troupeaux de bisons qui errent en paissant dans la prairie. Seulement dans des parages aussi désolés, une telle hypothèse était inadmissible. Lorsque ce nuage de poussière se fut rapproché du rocher qui abritait les 2 voyageurs égarés, on put distinguer, à côté de chariots recouverts de toile, la silhouette de cavaliers armés. C'était donc une caravane en marche dans la direction de l'ouest. Mais combien immense! Les premiers rangs avaient déjà atteint le pied des montagnes que les derniers n'étaient pas encore visibles à l'horizon. Tous ces éléments divers, fourgons et charrettes, cavaliers et piétons, s'égrenaient d'un bout à l'autre de l'énorme plaine, les femmes chancelaient sous des fardeaux trop lourds, les enfants marchaient d'un pas mal assuré ou montraient leurs figures curieuses sous la bâche des chariots. Certes, ce n'étaient pas là des émigrants ordinaires, c'était plutôt un peuple nomade, contraint par des circonstances cruelles à se mettre en quête d'une nouvelle patrie. De toute cette masse grouillante s'élevaient des clameurs confuses que dominaient le grincement des roues et le hennissement des chevaux. Ce tumulte ne parvint cependant pas à tirer de leur engourdissement les 2 malheureux endormis sur le sommet du rocher. En tête de la colonne marchait une vingtaine d'hommes, armés de fusils. Leurs traits étaient sévères, leurs visages aussi sombres que leurs vêtements. Arrivés au bas de la falaise, ils firent halte et tinrent brièvement conseil entre eux. « Les puits sont sur notre droite, frères, » prononça l'un d'eux. Celui qui venait de parler était un individu au regard d'acier, aux lèvres minces. Son menton était complètement rasé, ses cheveux grisonnaient. « À droite de la Sierra Blanca, nous tomberons sur le Rio Grande, » dit un autre. « Ne craignons pas de manquer d'eau, » s'écria un troisième. « Celui qui a su faire jaillir la source du rocher n'abandonnera pas maintenant son peuple d'élection. »« Amen, amen » répondit toute la troupe. Ils allaient se remettre en marche lorsqu'un des plus jeunes, doué d'une vue perçante, poussa une exclamation en montrant du doigt la falaise dénudée qui les dominait. Tout en haut, un petit lambeau d'étoffe rose voltigeait au vent, piquant une note brillante et gaie sur la tonalité grise du rocher. Tous arrêtèrent leurs chevaux et saisirent leurs fusils, tandis que d'autres cavaliers accoururent au galop pour renforcer l'avant-garde. Le mot redouté de « peau-rouge » était sur toutes les lèvres. « Il ne peut y avoir un bien gros parti d'Indiens par ici, » dit le vieillard qui semblait être le chef. « Nous avons dépassé la région des Pawnees, et nous ne devrions pas rencontrer d'autres tribus jusqu'à ce que nous ayons franchi la grande chaîne de montagnes. »« Voulez-vous me permettre d'aller en reconnaissance, frère Stangerson ?» demanda un de la bande. « Moi aussi !» crièrent une douzaine de voix. « Laissez vos chevaux ici, nous vous y attendrons, » répondit le chef. En un instant, les plus jeunes eurent sauté à terre, entravé leur monture, et ils se mirent à escalader les pentes abruptes, au sommet desquelles flottait le chiffon qui les intriguait tant. Ils avançaient rapidement et sans bruit, avec la sécurité et l'adresse de gens rompus au métier d'éclaireurs. Ceux qui étaient restés dans la plaine les suivaient des yeux et les voyaient sauter de rocher en rocher, jusqu'enfin leur silhouette se détacha sur la ligne bleuâtre du ciel. Le jeune homme qui le premier avait donné l'alarme marchait en tête. Tout à coup, ses compagnons, le voyant lever les bras dans un geste d'étonnement, accoururent à sa hauteur et restèrent également frappés de stupeur devant le spectacle qui s'offrait à leurs yeux. Sur le petit plateau qui couronnait le rocher s'élevait une pierre gigantesque. Sous l'abri qu'elle offrait, un homme de haute taille, à la barbe inculte, fortement charpenté, bien que maigre comme un squelette, était étendu. Sa figure calme, sa respiration régulière, montraient qu'il était profondément endormi. Autour de son cou basané et musculeux s'enroulaient les bras potelés et blancs d'un enfant qui reposait tout contre lui, et cette tête blonde et dorée s'appuyait sur la poitrine de l'homme, se faisant un oreiller de sa vieille veste de velours. Ses lèvres roses étaient entr'ouvertes, montrant une rangée régulière de dents très blanches, et un joyeux sourire illuminait ses traits enfantins. Les petites jambes bien rondes portaient des chaussettes blanches, et de jolis souliers ornés de boucles brillantes recouvraient les pieds mignons. Tout cela formait un contraste étrange avec l'aspect de son compagnon. Au-dessus d'eux
Sur le bord du rocher, 3 énormes busards se tenaient gravement immobiles, mais à la vue des nouveaux arrivants, ils se mirent à pousser d'une voix rauque de longs cris de désappointement et prirent le parti de s'envoler lourdement. Ce bruit réveilla les 2 dormeurs. Se redressant effarés, ils ouvrirent des yeux stupéfaits en apercevant des êtres humains si près d'eux. L'homme sauta sur ses pieds et jetant ses regards sur la plaine, déserte quelques instants auparavant, il la vit peuplée par cette multitude d'hommes et d'animaux. Sa figure prit alors une expression d'incrédulité bizarre et il passa sa main osseuse sur ses yeux. « Voici, je suppose, les hallucinations qui commencent, » murmura-t-il. La petite fille debout à côté de lui le tenait par le pan de son vêtement, sans rien dire, mais elle contemplait tout cela avec le regard curieux et chercheur de l'enfance. Les gens qui arrivaient ainsi au secours des 2 pauvres égarés leur prouvèrent bientôt qu'ils n'étaient pas de simples apparitions. L'un d'eux prit l'enfant et la hissa sur son épaule, tandis que 2 autres offrirent leur appui à l'homme pour le ramener vers leur chariot. « Je m'appelle John Ferrier, » dit le voyageur. « De 21 émigrants, cet enfant et moi sommes les seuls survivants. Tous nos compagnons sont morts de faim et de soif, là-bas, vers le sud. »« Est-ce votre fille ?» demanda une voix. « Je pense que maintenant j'ai bien acquis le droit de l'appeler ainsi, » reprit-il d'un air de défi. « Elle est à moi, puisque je l'ai sauvée, et personne ne viendra me la prendre. À partir de ce jour, elle se nomme Lucie Ferrier. Mais qui êtes-vous donc ?» ajouta-t-il, en regardant avec curiosité ses sauveurs, hommes robustes et tout brûlés par le soleil. « Comme vous êtes nombreux !»« Nous sommes environ 10 000, » dit l'un des jeunes gens. « Nous sommes les enfants persécutés de Dieu, les élus de l'ange Mérona. »« Je n'ai jamais entendu parler de lui, » dit le voyageur, « mais il m'a l'air de s'être payé un joli lot d'élus. »« Ne vous moquez pas de ce qui est sacré, » reprit l'autre sévèrement. « Nous sommes de ceux qui croient aux écrits saints tracés en caractères égyptiens sur des plats d'or battus, à ces écrits qui ont été transmis à saint Joseph Smith à Palmyre. Nous venons de Novo dans l'Illinois, où nous avions construit notre temple. Nous cherchons un refuge contre l'homme injuste et contre l'impie, quand même nous ne devrions le trouver qu'au centre du désert. » Le nom de Novo réveilla évidemment les souvenirs de John Ferrier. « Je sais, dit-il, vous êtes les Mormons. »« Nous sommes les Mormons, » répondirent ses compagnons d'une seule voix. « Et où allez-vous » ? « Nous ne le savons pas. La main de Dieu nous guide par l'intermédiaire de notre prophète. C'est devant lui qu'il vous faut comparaître, car lui seul peut décider de votre sort. » À ce moment, ils étaient arrivés au pied de la montagne. La foule les entourait, les femmes avec une figure pâle, un aspect résigné, les enfants vigoureux et ne pensant qu'à rire, les hommes, l'œil défiant et sévère. De tous côtés, on entendait des exclamations d'étonnement et de pitié à la vue de ces 2 étrangers, l'un si jeune, l'autre si misérable. Toutefois, on ne leur permit pas de s'arrêter, ils continuèrent leur chemin, suivis par des flots de Mormons. Ils arrivèrent enfin à un grand char de dimensions tout à fait extraordinaires. La richesse et l'élégance de son extérieur étaient remarquables. 6 chevaux le traînaient, tandis que toutes les autres voitures n'étaient attelées qu'à 2 ou au plus à 4 chevaux. À côté du conducteur était assis un homme qui n'avait pas dépassé la trentaine. Cependant sa tête puissante, l'expression de commandement qui luisait dans son regard, révélait bien qu'il était le chef. En voyant cette troupe s'avancer, il déposa un livre relié en cuir brun qu'il était en train de lire, et se prit à écouter attentivement le récit qu'on lui fit de l'épisode. Puis il se tourna vers les 2 égarés. « Si nous vous prenons avec nous, dit-il d'un ton solennel, ce ne peut être qu'à titre de vrais croyants, fidèles à notre foi. Nous ne voulons pas de loups dans notre bergerie. Il vaudrait mieux pour vous que vos os restassent à blanchir dans ce désert que d'être le fruit gâté qui peu à peu corrompt toute la corbeille. Acceptez-vous ces conditions pour venir avec nous ? » « Vous pensez bien que pour cela j'accepterais n'importe quoi, » s'écria Ferrier avec tant de conviction que les vieillards eux-mêmes, malgré toute leur gravité, ne purent retenir un sourire. Le chef seul conserva son air grave et sévère. « Prenez-le, frère Stangerson, dit-il. Donnez-lui à manger et à boire, ainsi qu'à l'enfant. Puis, à vous la tâche de lui enseigner nos croyances. Maintenant partons. Allons, allons, vers Sion. Allons, allons, vers Sion.
hurla la foule des Mormons, et ces mots répétés de bouche en bouche par la longue caravane formèrent un murmure semblable à celui des vagues, allant toujours s'affaiblissant jusqu'à ce qu'il s'éteignît dans le lointain. Le claquement des fouets, le grincement des roues se fit entendre de nouveau, et toute cette multitude se remit en marche, déroulant toujours, tel qu'un immense serpent, ses anneaux dans la plaine. L'ancien, auquel les deux pauvres voyageurs avaient été confiés, les conduisit à son chariot, où déjà un repas avait été préparé pour eux. « Vous vous installerez là, dit-il. Dans quelques jours vous serez remis de vos fatigues. En attendant, rappelez-vous que maintenant et pour toujours, vous partagez notre foi. Brigham Young l'a dit, et il a parlé avec la voix de Joseph Smith, qui est la voix de Dieu. » Fin de la section 8. Section 9. De Un crime étrange par Arthur Conan Doyle. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Deuxième partie. Chapitre 2. La fleur d'Utah. Nous ne comptons pas rappeler ici les épreuves et les privations endurées par les Mormons dans le cours de leur émigration avant d'atteindre enfin le port. Des bords du Mississippi jusqu'aux pentes des montagnes rocheuses, ils avaient lutté avec un courage dont l'histoire ne nous offre que peu d'exemples. Grâce à cette ténacité qui est le propre de la race anglo-saxonne, ils parvinrent, hommes et bêtes, à tout surmonter, la faim comme la soif, la fatigue comme la maladie. En un mot, les obstacles sans nombre que la nature semblait amonceler sur leur chemin. Cependant, ce long voyage, ces périls sans cesse renouvelés, avaient ébranlé les cœurs les plus vaillants. Aussi tous tombèrent-ils à genoux, dans l'élan d'une fervente prière, lorsqu'ils virent s'étendre, à leurs pieds, tout inondée de soleil, cette immense vallée d'Utah que leur chef désigna comme étant la terre promise dont le sol vierge allait devenir leur pour toujours. Young prouva bientôt qu'il était aussi habile administrateur que chef résolu. Cartes et plans furent dessinés, l'emplacement de la nouvelle cité choisi, les fermes alentour réparties et alloties proportionnellement au rang de chacun. Le marchand put reprendre son commerce, l'artisan son travail. Dans la ville, les rues et les places se formèrent comme par enchantement. Dans la campagne, on planta des haies, on défricha, on sema, si bien que l'été suivant vit tout le pays doré par les moissons jaunissantes. Tout prospérait dans cette étrange colonie, mais avant tout, le grand temple, dont on avait jeté les fondations au centre de la ville, s'élevait de jour en jour davantage. Depuis la première heure du jour jusqu'à la nuit, le bruit du marteau et le grincement de la scie ne cessaient pas un instant autour du monument que les émigrants élevaient à la gloire de celui qui leur avait fait traverser sain et sauf de si grands périls. Les deux voyageurs égarés, John Ferrier et l'enfant qu'on regardait maintenant comme sa fille, avaient accompagné les Mormons jusqu'au terme de leur exode. La petite Lucie avait été commodément installée dans le chariot du vieux Stangerson, en compagnie des 3 femmes du Mormon et de son fils, solide garçon de 12 ans, déjà plein de hardiesse et de résolution. Elle s'était bientôt remise du coup que lui avait porté la mort de sa mère. À cet âge, on oublie si vite, et elle était devenue l'enfant gâté des femmes. Aussi s'accommoda-t-elle facilement de cette nouvelle vie dans une maison roulante recouverte de toile. De son côté, Ferrier s'était remis de ses privations. Il se révéla comme un compagnon utile et un chasseur infatigable. Il gagna même si bien l'estime de tous qu'une fois arrivés au terme de leur pérégrination, les chefs décidèrent d'un commun accord que le lot de Ferrier serait compris parmi les plus vastes et les plus fertiles, en dehors bien entendu des terrains alloués à Young lui-même et aux 4 principaux anciens, Stangerson, Kemble, Johnston et Drebber. Sur son nouveau domaine, John Ferrier éleva d'abord une simple hutte de bois, mais solidement construite, puis d'année en année, il l'agrandit et l'arrangea si bien qu'il sut la transformer en villa spacieuse. C'était un homme éminemment pratique, doué d'une grande persévérance et très adroit de ses mains. Sa constitution de fer lui permettait de travailler du matin au soir. Aussi il améliora ses terres de telle sorte que tout ce qui était à lui prospéra rapidement d'une façon merveilleuse,
Au bout de 3 ans, il avait réussi bien mieux que tous ses voisins. Au bout de 6, il se trouva à l'aise. Au bout de 9, il était devenu riche. Et au bout de 12, il n'y avait pas dans tout Salt Lake City plus de 5 à 6 Richards qui puissent rivaliser avec lui. Des bords de la grande mer intérieure jusqu'aux lointaines montagnes de Wasatch, pas un nom n'était plus honorablement connu que celui de John Ferrier. Sur un point cependant, mais sur celui-là seul, il est vrai, il éveillait la susceptibilité de ses coreligionnaires. Conseils et arguments, tout était venu échouer contre son inflexible volonté quand on avait voulu le décider à se pourvoir de femme, à l'exemple de ses compagnons. Jamais il ne consentit à motiver un refus si formel. Il se contenta de persister dans sa détermination avec l'obstination la plus inébranlable. Les uns l'accusèrent de tiédeur pour sa religion d'adoption, d'autres d'avarice, ajoutant qu'il craignait de se voir entraîné à de trop grandes dépenses. D'autres encore parlaient d'une vieille histoire d'amour et d'une jeune fille blonde des rives de l'Atlantique, qui serait morte pour lui de langueur et de désespoir. Quoi qu'il en fût, Ferrier restait un célibataire endurci. D'ailleurs, sur tous les autres points, il se conformait à la religion de la nouvelle colonie et se fit ainsi, malgré tout, la réputation d'un homme très ferme et très orthodoxe dans sa foi. Lucie Ferrier grandit dans la cabane de son père adoptif, l'assistant dans tout ce qu'il entreprenait. L'air vivifiant des montagnes, l'odeur balsamique des pins suppléaient aux soins absents d'une mère. Chaque année la vit grandir et se fortifier, tandis que ses joues devenaient plus fraîches et plus roses, son pas plus ferme et plus élastique. Plus d'un passant, en suivant la route qui longeait la ferme de Ferrier, sentait son vieux cœur se réchauffer à des pensées qu'il croyait endormies depuis longtemps, soit qu'il vit cette silhouette élégante trottiner dans les champs, soit qu'il rencontrât la jeune fille maniant avec l'aisance et la grâce d'une vraie fille de l'Ouest le cheval encore indompté de son père. C'est ainsi que le bouton de rose s'épanouit en fleurs charmantes, et l'année même où le père put se considérer comme le plus riche colon du pays, la fille offrait de son côté le spécimen de la jeune américaine la plus accomplie qu'il fût possible de rencontrer d'une mère à l'autre. Le vieux Ferrier ne fut pas le premier à s'apercevoir de cette transformation. C'est du reste l'habitude des pères. Le changement mystérieux qui s'opère ainsi à un moment donné est trop subtil et trop progressif pour qu'on puisse lui assigner des dates. La jeune fille elle-même est la dernière à s'en rendre compte, jusqu'au jour où un son de voix émue, ou le frémissement d'une main dans la sienne font battre son cœur et lui révèlent enfin que des sensations nouvelles et plus fortes vont s'éveiller en elle. Cette métamorphose l'effraie bien un peu, mais combien elle en éprouve une douce fierté. Presque toutes parmi les femmes pourraient se rappeler la date exacte où un incident, souvent futile en apparence, a fait luire à leurs yeux l'aurore d'une vie nouvelle. C'est ainsi que dans l'existence de Lucie Ferrier survint un événement de ce genre, moins important par lui-même que par les suites funestes qu'il devait avoir, et pour elle, et pour bien d'autres encore. Par une chaude matinée de juin, ceux qui s'intitulaient les ouvriers de la dernière heure étaient aussi occupés que les abeilles dont ils avaient pris la ruche pour emblème. Dans les champs comme dans les rues régnait le même bourdonnement produit par l'activité humaine. Sur les chemins poudreux se succédaient de longues files de mules pesamment chargées. Toutes se dirigeaient vers l'ouest, car la fièvre de l'or avait éclaté en Californie, et la route qui y menait traversait la cité des élus. On voyait aussi tantôt des troupeaux de moutons et de bœufs arrivant des pâturages lointains, tantôt des caravanes d'émigrants où les hommes et les chevaux paraissaient exténués d'un trop long voyage. Cherchant sa voie au milieu de tout ce tohu-bohu, Lucie Ferrier galopait avec l'habileté d'une amazone consommée. L'animation de la course colorait légèrement son teint transparent, et ses longs cheveux blonds flottaient sur ses épaules. Chargée par son père, ainsi qu'il le faisait souvent, d'une commission pour la ville, elle se hâtait, avec toute l'insouciance de la jeunesse, ne songeant qu'à sa mission et à la façon de la remplir. Tous ces aventuriers la contemplaient avec stupéfaction, et les Indiens eux-mêmes, malgré leur impassibilité naturelle, se départissaient de leur calme pour admirer la beauté de la fille des visages pâles. Elle allait atteindre les faubourgs de la ville, lorsque son chemin se trouva barré par un énorme troupeau de bestiaux
que poussaient devant eux une demi-douzaine de bergers à l'aspect sauvage. Dans son impatience, elle essaya de dépasser cet obstacle en s'engageant dans un espace libre. Mais à ce moment les bœufs se resserrant, l'emprisonnèrent au milieu d'eux, et elle se trouva comme portée par ce flot mouvant d'animaux au regard farouche, aux longues cornes acérées. Habituée à vivre au milieu du bétail, elle ne s'émut pas de cette situation désagréable, mais elle se contentait, dès qu'un vide se produisait devant elle, d'y pousser son cheval, espérant parvenir ainsi à traverser tout le troupeau. Malheureusement, soit hasard, soit méchanceté de la part de l'animal, un des bœufs porta un violent coup de corne dans le flanc de son cheval. Celui-ci, affolé, pointa tout d'un coup en faisant entendre un hennissement de rage et de douleur, et se mit à bondir d'une telle façon qu'il fallait toute l'habileté de celle qui le montait pour ne pas perdre l'assiette. La situation était des plus critiques. À chaque bond, le cheval rencontrait les cornes de l'un des bœufs, et ces piqûres répétées l'affolaient de plus en plus. La jeune fille avait toutes les peines du monde à se maintenir en selle, et cependant elle se rendait compte qu'une chute serait pour elle la mort, et quelle mort, écrasée et piétinée par cet effrayant troupeau. Elle commençait à perdre la tête. Déjà sa main se relâchait sur les rênes, la poussière l'aveuglait, la buée qui s'élevait de tous ces animaux pressés les uns contre les autres la prenait à la gorge. En désespoir de cause, elle allait renoncer à lutter plus longtemps, quand soudain une voix encourageante se fit entendre à ses côtés, et au même instant une main brune et nerveuse, saisissant le mors de sa monture terrifiée, la maîtrisa du cou et put l'entraîner hors du troupeau. « J'espère, mademoiselle, que vous n'êtes pas blessée, » dit son sauveur d'un ton respectueux. Elle considéra un instant cette figure bronzée et énergique, puis faisant entendre un petit rire moqueur, « Ah, j'ai eu bien peur, » dit-elle. « Comment s'imaginer que quelques vaches suffiraient pour épouvanter ainsi? C'est une bénédiction du ciel que vous ne soyez pas tombée, » reprit son compagnon d'un air sérieux. C'était un jeune homme d'une taille élevée, à l'aspect plutôt sauvage, monté sur un fort cheval rouan, vêtu comme un chasseur, de vêtements grossiers, et portant un long fusil en bandoulière. « Je gage que vous êtes la fille de John Ferrier, continua-t-il. Je vous ai vu sortir à cheval de chez lui. En rentrant, demandez-lui donc s'il se souvient de Jefferson Hope de Saint-Louis. Si c'est bien le Ferrier que je crois, mon père et lui ont été très liés. Ne voulez-vous pas venir vous renseigner vous-même auprès de lui ?» insinua Lucie timidement. Le jeune homme parut ravi de cette offre, et dans ses yeux sombres une lueur s'alluma. « Volontiers, dit-il, mais depuis 2 mois nous courons la montagne, et nous ne sommes guère en tenue de visite. Il faudra que Ferrier me prenne comme je suis. »« Il vous doit, comme moi, un beau cierge, » répondit-elle, « car il m'adore. Si ces maudites vaches m'avaient écrasé, il ne s'en serait jamais consolé. »« Ni moi non plus, » dit son compagnon. « Vous, je ne vois pas trop ce que cela aurait pu vous faire. Vous n'êtes même pas un de nos amis. » La figure sereine du jeune chasseur se rembrunit tellement à cette remarque que Lucie Ferrier éclata de rire. « Allons, ce n'est pas ce que je voulais dire, » reprit-elle. « Bien sûr que vous êtes un ami. Il faut venir nous voir. Seulement laissez-moi continuer mon chemin, ou sans cela mon père ne voudra plus me confier ses commissions pour la ville. Au revoir. »« Adieu, » répondit-il en enlevant son large sombrero et en s'inclinant sur la petite main qu'on lui tendait. Lucie tourna son cheval, le cingla d'un coup de cravache et partit comme un trait en soulevant un nuage de poussière. Le jeune Jefferson continua sa route avec ses compagnons, mais il resta sombre et taciturne. Tous ces hommes venaient de prospecter dans les monts Nevada à la recherche de mines d'argent, et ils arrivaient à Salt Lake City, espérant y trouver les capitaux nécessaires pour exploiter les filons découverts. Jusqu'alors Jefferson s'était montré aussi ardent au gain que les autres, mais cet incident inattendu allait changer le cours de ses idées. La vue de cette blonde jeune fille, franche et saine comme les brises qui viennent caresser la sierra, avait remué jusqu'au plus profond ce cœur sauvage et passionné. En la voyant s'évanouir dans le lointain, il comprit qu'un changement se produisait dans sa vie et que désormais ni mine d'argent ni rien au monde ne pourrait rivaliser à ses yeux avec les sensations nouvelles qui venaient de l'assaillir. Ce n'était plus un enfant capable de subir tout d'un coup les attaques d'une passion déraisonnée. C'était un homme au vouloir bien trempé, au caractère dominateur,
et ce qui se manifestait ainsi chez lui était un amour vrai, fier, sauvage. Jusqu'alors tout ce qu'il avait entrepris lui avait réussi. Aussi jura-t-il dans le plus profond de son cœur de mettre tous ses efforts, toute sa persévérance à triompher, dans cette lutte d'un nouveau genre, des obstacles qui pourraient se présenter. Dans la soirée, Jefferson Hope alla faire sa première visite à John Ferrier. Puis il y retourna si souvent qu'il devint bientôt un des habitués de la ferme. Depuis 12 ans, John, emprisonné dans sa vallée, absorbé par son travail, n'avait guère prêté l'oreille aux nouvelles du monde extérieur. Jefferson Hope l'initia donc à tout ce qui pouvait l'intéresser, et ces récits qu'avait captivés la fille aussi bien que le père. Il avait été pionnier en Californie et racontait d'étranges histoires sur les fortunes faites ou défaites en quelques mois dans ce pays de fièvre et d'aventure. Tour à tour, il avait encore été chasseur d'indiens, trappeur, prospecteur de mines, éleveur de bestiaux. Partout où il y avait eu chance de courir des aventures hasardeuses, Jefferson Hope s'y était trouvé. Bientôt le vieux fermier en fit son hôte de prédilection et ne cessa de prôner ses mérites. Dans ce cas-là, Lucie se taisait, mais ses joues légèrement colorées, ses yeux brillants et joyeux, montraient clairement que son jeune cœur ne lui appartenait déjà plus. Son brave homme de père pouvait ne pas apercevoir ces symptômes significatifs, mais l'élu de son affection ne s'y trompait pas. Un soir d'été, un temps de galop l'avait amené devant la grille du vieux ferrier. Après avoir attaché à un barreau les rênes de sa monture, il s'avança dans l'allée à la rencontre de Lucie qui, l'ayant aperçu, venait au-devant de lui. « Je pars, Lucie, dit-il, en prenant ses deux mains dans les siennes et en la regardant tendrement dans les yeux. Je ne veux pas vous demander de venir avec moi maintenant, mais à mon retour, serez-vous prête à me suivre? Et à quand votre retour? Demanda-t-elle en rougissant, quoiqu'avec un sourire. Je reviendrai au plus tard dans 2 mois, et alors, ma chérie, je vous réclamerai comme mon bien. Qui pourrait tenter de nous séparer? Et mon père? Demanda-t-elle. Il m'a donné son consentement à condition que l'affaire des mines tourne bien. Je n'ai aucune crainte de ce côté. Ah, alors si vous et mon père avez tout arrangé, je n'ai plus rien à dire, murmura-t-elle en appuyant sa tête sur la large poitrine de son ami. Dieu soit loué, reprit celui-ci d'une voix émue, tout en se baissant pour l'embrasser. Voilà donc qui est décidé. Mais plus je resterai, et plus il me semblera dur de partir. Mes compagnons m'attendent dans le défilé. Adieu, mon amour, adieu, dans 2 mois vous me reverrez. Il s'arracha alors à son étreinte, et sautant sur son cheval, partit au grand galop, sans même retourner la tête, comme s'il craignait qu'un seul coup d'œil, jeté sur ce qu'il laissait derrière lui, pût suffire à ébranler sa résolution. La jeune fille resta appuyée contre la grille, le suivant du regard, jusqu'à ce qu'il eût disparu, puis elle rentra lentement chez elle. C'était à ce moment la fille la plus heureuse de tout l'Utah. Fin de la section 9. Section 10 de Un crime étrange par Arthur Conan Doyle. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Deuxième partie, chapitre 3. Le prophète chez John Ferrier. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Jefferson Hope et ses compagnons avaient quitté Salt Lake City. John Ferrier sentait son cœur se briser lorsqu'il pensait au retour du jeune homme qui devait, hélas, être le signal du départ pour sa fille d'adoption. Cependant, la vue de la gaieté et du bonheur de Lucie était le meilleur des arguments pour le réconcilier avec la promesse donnée. Il s'était toujours formellement juré, avec toute l'énergie dont il était capable, que pour rien au monde sa fille n'épouserait un mormon. Une telle union ne lui semblait plus un mariage, mais une honte et un malheur. Et quelles que fussent ses idées sur le reste de la doctrine, c'était là un point sur lequel il demeurait intraitable. Mais il lui fallait renfermer soigneusement en lui-même de pareilles pensées, car à cette époque, dans le pays des saints, il était bien dangereux d'exprimer une opinion qui ne fût pas orthodoxe. Oui, c'était dangereux. Si dangereux même que les plus pieux osaient à peine échanger à voix basse leurs idées religieuses, de peur qu'une parole tombée de leurs lèvres ne fût mal interprétée et ne leur valût un prompt châtiment. Les victimes étaient maintenant devenues persécuteurs à leur tour,
Et quels persécuteurs! Ni l'Inquisition de Séville, ni la Sainte Vême d'Allemagne, ni les sociétés secrètes d'Italie n'avaient, par leurs sombres machinations, étendu sur l'Europe un voile plus terrible que le sombre nuage qui recouvrait l'Utah. Invisible et mystérieuse comme elle était, cette organisation se faisait doublement redouter. Elle paraissait tout savoir, tout pouvoir, et cependant jamais on ne la voyait, jamais on ne l'entendait se manifester. L'homme qui tentait d'engager la lutte contre l'Église disparaissait un beau jour et personne ne savait ni où il était allé, ni ce qu'il était devenu. C'était en vain que sa femme et ses enfants l'attendaient à la maison. Jamais plus il ne revenait révéler ce qui s'était passé entre lui et le tribunal secret. Un mot dit à la légère, un acte inconsidéré, et l'imprudent était supprimé sans que personne pût percer le mystère de cette puissance terrible, suspendue sur la tête de tous. Comment s'étonner que ces hommes, dominés par la terreur, n'osassent, même pas au sein du désert, se murmurer entre eux les doutes qui les oppressaient? Au début, ce pouvoir vague et terrifiant ne s'étendait que sur les révoltés, qui, après avoir embrassé la religion des Mormons, voulaient ensuite soit la dénaturer, soit l'abandonner. Bientôt, cependant, le champ des persécutions s'agrandit, le nombre de femmes adultes avait diminué dans la colonie, et devant une population féminine insuffisante, l'obligation de la polygamie devenait une doctrine stérile. On commença alors à entendre circuler d'étranges rumeurs. On parlait d'émigrants assassinés, de campements pillés dans des régions où cependant les Indiens n'avaient jamais paru. De nouvelles femmes vinrent peupler les harems des anciens, des femmes brisées par la douleur et par les larmes, et sur les traits desquelles se reflétaient tous les symptômes d'une horreur inexprimable. Des voyageurs attardés dans les montagnes racontaient qu'ils avaient vu défiler dans les ténèbres, d'un pas furtif et silencieux, des hommes armés et masqués. Ces récits, ces rumeurs prirent bientôt un corps, et à force d'être confirmés 100 fois, firent comprendre ce qui en était. Aujourd'hui encore, dans les fermes solitaires de l'Ouest, parlez de la bande des Danites ou des anges de la vengeance, et ces mots sonneront comme des noms sinistres et de redoutable augure. Lorsqu'on commença à connaître mieux cette organisation, dont les effets étaient si effrayants, la terreur qu'elle inspira ne fit que s'accroître au lieu de diminuer. Personne ne savait quels étaient les membres de cette association implacable. Leurs noms, le nombre des auteurs ou des complices des meurtres et des crimes commis au nom de la religion restaient ensevelis dans le plus profond mystère. Avait-on un ami, on ne pouvait lui confier ni ses craintes ni ses appréciations sur le prophète ou sur la mission qu'il s'était donnée, car celui-là même peut-être serait le terrible exécuteur des hautes œuvres qui viendrait dans l'ombre de la nuit exercer avec le fer et avec le feu la plus effroyable répression. Chacun se défiait de son voisin, et jamais une parole n'était échangée sur ce sujet dont les esprits et les cœurs étaient cependant sans cesse préoccupés. Par une belle matinée, où John Ferrier se préparait à faire sa tournée dans les champs, le loquet de sa grille se mit à grincer, et de la fenêtre il aperçut un homme entre deux âges, aux cheveux dorés, à la stature imposante, qui s'avançait dans l'allée. Son cœur ne fit qu'un saut dans sa poitrine. Il venait de reconnaître l'illustre Brigham Young lui-même. Plein d'angoisse, car une pareille visite ne pouvait rien présager de bon, le vieillard courut à sa rencontre pour le saluer respectueusement, mais le grand chef des Mormons ne reçut que froidement cet hommage, et suivit Ferrier dans le salon sans que sa figure se départît de la sévérité la plus rigide. « Frère Ferrier, dit-il, en s'asseyant et en laissant filtrer à travers ses cils décolorés un regard perçant. « Frère Ferrier, les vrais croyants se sont, je crois, montrés bons pour vous. Nous vous avons ramassé à moitié morts de faim dans le désert. Nous avons partagé notre pain avec vous. Nous vous avons conduit sains et saufs dans la vallée d'élection. Nous vous avons donné des terres, et nous vous avons permis d'édifier votre fortune sous notre protection. Tout cela est-il exact? » « C'est exact, » répondit John Ferrier. « En retour, qu'avons-nous exigé? Une seule chose, que vous embrassiez la vraie foi, et que vous vous conformiez en tout à nos préceptes. Vous nous l'aviez bien promis, et cependant si la rumeur publique dit vrai, vous ne l'avez pas fait. » « Et en quoi ne l'ai-je pas fait?
s'écria Ferrier en levant les bras au ciel. N'ai-je pas versé ma part au fonds commun? Ne suis-je pas allé fidèlement au temple? N'ai-je pas... Où sont vos femmes? Interrompit Young, en jetant un regard autour de lui. Faites-les entrer, que je puisse les saluer. C'est vrai, je ne me suis pas marié, répondit Ferrier, mais le nombre de femmes était restreint, et bien des frères avaient plus de droit que moi pour en demander, puisque je n'étais pas seul. N'avais-je pas pour m'assister ma fille avec moi? C'est de cette fille que je veux vous entretenir, reprit le chef des Mormons. Elle a cru en force et en beauté, elle est devenue la fleur d'Utah. Plusieurs et des premiers d'entre nous ont jeté les yeux sur elle. John Ferrier étouffa un sourd gémissement. Certaines rumeurs courent sur son compte, rumeurs auxquelles je voudrais ne pas ajouter foi. On prétend qu'elle serait promise à un gentil. J'espère que ce n'est là qu'un commérage de langues oiseuses. Que dit en effet le 13e commandement dans le code du bienheureux Joseph Smith? Chaque fille de la vraie foi devra devenir l'épouse d'un élu, car si elle choisissait un gentil, elle commettrait le plus grand des péchés. Il est donc impossible que vous, qui appartenez à la vraie foi, vous puissiez consentir à l'avoir ainsi transgressée par votre fille. John Ferrier ne répondit pas, mais il se mit à tordre nerveusement son fouet de chasse entre ses mains. Voici donc l'occasion de mettre votre foi à l'épreuve. C'est ainsi qu'il en a été décidé dans le conseil sacré des 4. Votre fille est jeune, et nous ne voulons pas voir cette jeune tête s'unir à des cheveux déjà gris, de même que nous consentons à ce qu'elle puisse, dans une certaine mesure, faire elle-même son choix. Chaque ancien a un troupeau considérable, mais nos enfants doivent également être pourvus. Stangerson et Drebber ont chacun un fils. Au foyer de l'un comme au foyer de l'autre, votre fille sera la bienvenue. Qu'elle choisisse entre les deux. Ils sont jeunes, riches, ils sont de vrais croyants. Quelle est votre réponse? Ferrier, les sourcils froncés, demeura muet quelques instants. Vous nous accorderez un peu de temps, dit-il enfin. Ma fille est si jeune, c'est à peine si elle a atteint l'âge de se marier. Elle aura un mois pour se décider, prononça Young en se levant. Mais ce temps écoulé, il faudra qu'elle nous donne une réponse. Il était déjà sur le seuil de la porte, lorsque soudain se retournant le visage courroucé, les yeux étincelants, si vous et votre fille Ferrier tentiez, malgré votre impuissance, de lutter contre la volonté des 4 saints, il vaudrait mieux pour vous que vos ossements fussent en train de blanchir maintenant sur le versant de la Sierra Blanca. Et brandissant sa main dans un geste menaçant, il s'éloigna, faisant crier sous ses pas pesants le gravier de l'allée. Ferrier était resté assis, la tête dans ses mains, se demandant quelle entrée en matière il emploierait vis-à-vis de sa fille lorsqu'il sentit sur son bras la pression d'une main petite et douce, et levant les yeux il aperçut Lucie devant lui. Rien qu'à voir sa pâleur et la terreur empreinte sur ses traits, il comprit qu'elle avait tout entendu. « Je ne l'ai pas fait exprès, dit-elle, en réponse à son regard, car sa voix résonnait dans toute la maison. Oh mon père, mon bon père, qu'allons-nous devenir? Ne te tourmente pas, répondit-il, en l'attirant à lui, en caressant de sa main large et rugueuse la blonde chevelure de l'enfant. Nous trouverons bien un moyen d'en sortir. Tu ne sens pas diminuer ta sympathie pour notre voyageur, n'est-il pas vrai? Un sanglot, accompagné d'une pression de la main, fut l'unique réponse. Non, non, je sais bien que non, reprit-il. D'ailleurs, je ne le désire guère. C'est un brave garçon et un bon chrétien, ce que ne sont guère les gens d'ici, malgré tout leur simagrée de prières et de sermons. Écoute, il y a demain un convoi qui part pour Nevada. Je vais m'arranger pour lui envoyer un message qui lui fera connaître l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Si je juge bien, ce jeune homme arrivera ici plus rapide que le télégraphe. À ces mots, Lucie sourit à travers ses larmes. Quand il sera là, dit-elle, il nous indiquera le meilleur parti à prendre. Mais c'est pour toi que je tremble, mon père chéri. Elles sont si terribles, ces histoires qu'on entend raconter sur ceux qui résistent aux prophètes. Il leur arrive toujours une si horrible catastrophe. Mais nous n'avons pas encore commencé à lui résister, répondit le père. Il sera bien temps de se garer de l'orage lorsque nous en serons là, et nous avons un mois entier devant nous. Il est vrai qu'ensuite il sera plus sage de disparaître du beau pays d'Utah. Quitter l'Utah? C'est bien là mon intention. Et la ferme? Nous allons tâcher de faire rentrer le plus d'argent possible, et nous abandonnerons le reste. À vrai dire, Lucie, ce n'est pas la première fois que je songe à agir ainsi.
Je n'aime pas beaucoup à ce qu'on fasse joujou avec moi comme ce prophète de malheur fait avec tous les bons hommes d'ici. Je suis moi un fils de la libre Amérique, et tout cela me change trop. Ce n'est pas à mon âge qu'on apprend à faire des grimaces, et si ce vieux vient encore rôder par ici, il pourra bien être reçu par une bonne charge de chevrotines. Mais on s'opposera à notre départ, objecta la jeune fille. Attendons l'arrivée de Jefferson et nous saurons bien nous en tirer. En attendant, ne te tracasse pas, ma mignonne, et ne rougis pas trop tes yeux, ou sans cela c'est à moi qu'il s'en prendra. Il n'y a pas grand'chose à redouter, va, et nous ne courons aucun vrai danger. Malgré l'air rassuré qu'avait pris John Ferrier pour prononcer ces paroles réconfortantes, sa fille ne put s'empêcher de remarquer le soin inusité qu'il mit ce soir-là à verrouiller les portes, et l'attention avec laquelle il nettoya d'abord puis chargea ensuite le vieux fusil de munitions suspendu dans sa chambre. Section 10